Salut tout le monde! C'était juste pour vous dire que mon nouveau roman Sous un carré d'immortel, qui sortira le 30 mai prochain, est actuellement en précommande. Je vous en reparle plus en détail à la fin de l'épisode. Allez, bonne écoute! Le voyage du héros, du narrateur, c'est aussi un voyage au bout de lui-même, au bout de l'humain. Le dernier hiver, Jean-Luc Marcastel. Dans ce nouvel épisode du podcast, nous allons aborder le thème du narrateur, mais pas n'importe quel narrateur, le narrateur à la première personne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode à la croisée des plumes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sacha Morage pour parler de son roman à travers le thème de ce mois-ci, la narration à la première personne. Bienvenue Sacha. Merci Nina et merci de m'avoir invitée et bonjour à tout le monde. Et merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'était avec plaisir. J'adore ton podcast, voilà. Merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Sacha Morage. Donc, j'écris dans les genres de l'imaginaire, donc fantasy, science-fiction principalement. Donc, j'ai des nouvelles publiées dans des magazines et aussi donc des anthologies. Donc, par exemple en steampunk avec Oniri. Et donc, j'ai un roman qui est sorti le 5 mars aux éditions Plume Blanche, donc un roman de fantasy. Et sinon, je vis à Londres depuis 1 an et demi. Ce roman dont tu nous parles, c'est La Voix de la Vengeance, que j'ai adoré. Est-ce que tu peux nous le présenter et tu peux revenir aussi sur sa genèse si tu veux. Oui, bien sûr. Donc voilà, La Voix de la Vengeance. Donc comme je disais, c'est un one-shot de fantasy. On suit l'histoire un peu d'une anti-héroïne, même si c'est plutôt présenté sous la forme d'un arc de corruption, qui donc voit son frère assassiné devant ses yeux et devient obsédé par l'idée de se venger. Et cette obsession la pousse à faire des actions de plus en plus qui la mettent de plus en plus en danger et qui lentement dépassent diverses limites morales. Donc voilà, c'est l'aspect arc de corruption là-dessus. Et pour sa genèse, eh bien c'est un roman écrit pendant le confinement, comme beaucoup de romans. En 2020, je venais de finir un autre roman, puis je sais qu'il y avait un appel à texte à l'époque qui s'appelait 1001 voix. Et du coup, c'est là où ça m'a donné un peu l'idée de si on était et si les mages, en utilisant leur voix, donc en fait, on les appelait des voix, et 1001 parce qu'en fait, ils seraient peut-être limités en nombre pour diverses raisons qui sont ensuite explorées dans le roman. Et donc, toutes les autres personnes qui ne sont pas des voix officielles n'auraient pas le droit d'utiliser la magie et sinon seraient traquées par un organisme officiel qui contrôlerait ça. Donc, en fait, ça m'a donné un peu le contexte. Et après, je voulais écrire justement une anti-héroïne, enfin un personnage féminin qui soit vraiment moralement gris, voire gris foncé. Parce qu'il y avait plusieurs romans américains que j'avais lus à l'époque où le personnage principal était un peu marketé anti-héroïne et où j'avais été déçue parce que je trouvais que c'était plus des héroïnes classiques qui sont très bien, mais c'est juste quand tu veux lire ça, tu t'attends à ça. Bref, j'ai mis en fait cette envie d'écrire ça dans ce contexte-là et voilà pour la genèse. En tout cas, c'était très réussi parce que moi aussi j'adore les anti-héroïnes et j'ai adoré elle, voir jusqu'où elle allait aller. Donc j'en dirai pas plus, même si on va parler du roman sous un autre angle, mais j'avais adoré ce personnage et j'avais aussi adoré le concept des voix, en fait, le système de magie que tu as mis en place. Donc c'est intéressant de voir d'où t'es venue l'idée du coup. Oui. Et de voir aussi jusqu'où toi, est-ce que tu serais elle aussi loin que l'héroïne et voir les réponses différentes que les gens peuvent faire. Et enfin, est-ce que tu peux nous parler de ton roman préféré ou si tu n'en as pas, de ton dernier coup de cœur littéraire? Alors, roman préféré, c'est un peu compliqué puisque Ouais. j'en ai trop. Je pense que toi aussi probablement. Du coup, dernier coup de cœur. Alors, j'en ai plusieurs.
Le dernier coup de cœur à la première personne, parce que je me dis comme c'est un peu le sujet du podcast, en fait ce serait, je pense, Rebecca de Daphné du Maurier, que j'avais lu il y a quelques mois, alors qui en plus c'est un roman gothique dont je ne connaissais même pas l'existence, c'était en regardant ces youtubeuses qui parlaient de ce qu'elle appelait un peu un nouveau genre, c'est weird woman writing about weird women. Ouais. Et donc, ça m'avait un peu fasciné l'idée, donc j'avais pris juste un peu au hasard une des recommandations qu'elle faisait, et donc c'était Rebecca de Daphné du Maurier. Donc c'est un roman c'est un roman gothique, mais que j'ai trouvé vraiment fascinant parce que il y a vraiment tellement plusieurs couches de lecture, féministes, pas féministes, et tu suis un petit peu l'héroïne avec ce mystère et le fantôme de Rebecca. Enfin, il y a plein de choses extraordinaires que j'avais trouvées dans ce roman, donc qui étaient vraiment cool. Et sinon, à CSF, je pense les derniers coups de cœur que j'avais eus. Donc là, récemment, je viens de finir, donc c'est un roman américain, La gloire à tout prix, en français, d'Émilie Mèche. Donc c'est de la SF qui est vraiment très cool, avec en fait là un arc de rédemption d'une héroïne qui est vraiment élevée dans une sorte de propagande absolument, enfin très agaçante justement à cause de ça au début, et de voir comment elle à cause des événements, elle se fait déconstruire. J'ai beaucoup aussi aimé Elvira de Tiff récemment, que j'avais écouté en audio, et l'audio est incroyable, atmosphérique, on a l'impression d'être dans le blizzard. Bref, là je commence à en dire trop. Et toi d'ailleurs, tes derniers coups de cœur Dernier, c'est un que je vais citer tout à l'heure, c'est de Chris Lukiewicz, c'est Lutter pour les fantômes. Ah oui, ouais. J'ai vraiment adoré. Donc, vraiment, mais je vois passer que des avis positifs. Je l'ai commencé en audio, et pareil, l'audio très cool, super atmosphérique. En plus, je viens du sud, donc ah oui, c'est parfait, ouais. On s'y croirait, hein. Ah oui, course à Léa à Nice, oui, je connais. Et pour rebondir sur Rebecca, je te rejoins parfaitement. On en avait parlé avec Nora Lake dans l'épisode sur le roman gothique même. Et c'est vrai, maintenant que je me dis que c'est vrai que j'aurais pu le citer. C'est bien que tu en parles, parce que niveau la narratrice, elle est, enfin, le travail que fait l'autrice sur la narratrice, comment elle s'efface, et derrière Rebecca, le fait qu'on connaisse même pas le prénom de la narratrice, et que ça soit Rebecca, le nom de cette femme morte, cette rivale qui donne le titre du roman. J'adore, je vais pas m'attarder dessus, mais bon, lisez Rebecca de Daphné du Maurier, quoi. Ah oui, vraiment, c'est ça, à la fois le point de vue de l'héroïne, et comment en tant que lecteur on peut plus ou moins prendre du recul et juger certaines situations, mais complètement différemment de la manière dont ça a l'air présenté à première vue. Enfin, vraiment, excellent. Et c'est parfait, ça fait une transition parfaite pour le sujet du jour, donc la narration à la première personne. Je me disais que ça serait bien, alors c'est peut-être bête, mais juste faire un rappel pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on entend par la narration à la première personne, qu'est-ce que c'est, tout simplement. Je vais déjà reprendre du début, parce que il y a tellement de choses à dire, tu vois. Rien que pour une simple définition, je suis capable de parler 10 minutes. Parce que moi, du coup, d'un côté, on a la narration à la troisième personne, celle qui est assez classique, troisième personne du singulier, où là, on a déjà différents points de vue, le point de vue interne, externe, omniscient. Mais bon, ça, la question des points de vue, ça relèverait d'un épisode entièrement dédié, je pense. Oui. Et donc, de l'autre côté, on a la narration à la première personne, donc le plus souvent du singulier, donc en gros, c'est je, le récit en je. Et du coup, là, on est sur un point de vue automatiquement interne. Est-ce que tu es d'accord avec moi jusque-là? Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer une narration à la première personne, mais qui en réalité serait une entité très éloignée, mais qui raconte d'un point de vue omniscient, mais à je, mais la majorité du roman serait comme un point de vue omniscient à la troisième personne. J'adore ce que tu dis, parce que mon projet actuel, c'est un peu ça. Enfin, mon prochain projet, Dark Academia, ça serait... j'ai pas encore commencé l'écriture, et l'idée que j'ai, que ça serait d'une narration, alors première personne, soit du singulier, ou soit du pluriel, ou nous. Ouais. Où ça serait le campus universitaire, en fait, qui serait omniscient, du coup, qui serait incarné, donc qui dirait nous, mais automatiquement qui aurait plus un point de vue omniscient, parce qu'il serait capable de voir un peu ce qui se passe sur dans toutes les pièces. Donc après, c'est une idée à voir si j'arrive à la concrétiser, on verra. Peut-être que non, mais oui, donc c'est possible, je pense. Voilà. Moi, je veux voir ça. Une variation de la première personne.
pour ton roman La Voix de la Vengeance, qui est donc narré à la première personne, voilà, je te propose qu'on revienne toutes deux sur notre choix, parce que moi aussi, de mon côté, avec Miranda et Sous un Caladie Mortel qui sortira le 30 mai au Chat Noir. Mais Miranda, je l'ai lu récemment, du coup, et j'ai adoré aussi. Ah, la manière dont... Enfin, comment t'es un peu sur tout le long, de te dire mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et au début t'es plus derrière et tu te rends compte mais elle n'a pas une attitude très saine avec les personnages qui arrivent et la manière dont elle déteste Daisy, mais en même temps à la fin tu dis mais Daisy c'est le meilleur personnage de toute la novella, et enfin vraiment très cool. Enfin bref, j'ai oublié de le mentionner. Merci. Et du coup, voilà, donc pour Miranda, c'est un cas immortel, et pour toi, La Voix de la Vengeance, on a toutes les deux fait le choix de la première personne. Et je voulais qu'on revienne un peu sur pourquoi ce choix qui se fait au moment de l'écriture, pourquoi avoir choisi cette narration. Est-ce que pour toi, c'était évident depuis le début parce que je demande ça parce que j'ai déjà entendu des auteurs, des autrices dire qu'ils avaient d'abord fait un premier jet à la troisième personne, par exemple, avant de changer d'idée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix ? Du coup, pour La Voix de la Vengeance, dès le début, je savais que je voulais écrire à la première personne. Donc il y avait plusieurs raisons pour ça. Il y avait une raison très pragmatique qui était que dans mes anciens projets, j'avais tendance à vraiment beaucoup m'éparpiller, surtout quand j'écrivais à la troisième personne, rajouter des points de vue, augmenter un petit peu les enjeux, le scope, l'étendue, et donc ça devient des monstres difficiles à finir. Donc au moins la première personne, l'avantage, surtout si on a qu'un point de vue, mais c'est quand même très souvent le cas en première personne, c'est que ça limite très fortement la tentation de s'écarter et d'aller ailleurs. Mais surtout, comme du coup, de base, je voulais faire une anti-héroïne, pour moi, la première personne, c'était l'outil le plus efficace pour m'assurer d'être au plus proche de l'héroïne, mais si on peut être très proche en troisième personne aussi, mais c'est vrai que entre les deux, c'est peut-être légèrement plus rapproché de la première personne, et la facilité peut-être un peu plus à montrer ses biais, sa manière de voir le monde un peu différemment, de voir qu'il y a un décalage entre ce qu'elle va dire, ce qu'elle va penser, comment elle va agir, et en réalité le monde, un peu comme tu fais, je trouve, avec Miranda. Mais je comprends ce que tu veux dire, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a aucune distance, en fait, quand la première personne, on essaie vraiment limite les pensées, le flux de pensée, Ouais, quoi. voilà, C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et moi, c'était le choix, comme tu disais, il est un peu pareil pour Miranda. C'était évident dès le début parce que c'est un peu tout le concept du roman aussi, parce que comme c'est une histoire de fantôme, mais l'originalité, entre guillemets, c'est que c'est du point de vue du fantôme. Ouais. Je voulais pas écrire une histoire de maison hantée du point de vue habituel des gens qui viennent s'installer, etc. Là, pour moi, l'intérêt de l'histoire, c'est que ça soit du point de vue de Miranda. Et donc, comme on est dans sa tête, on écoute sa version des faits, comment elle voit le monde, comme tu disais, et je trouve ça fascinant. C'est vraiment une plus grande part de l'identité du roman, et je n'aurais jamais pu écrire Miranda à la troisième personne, tu vois. Ça oblige à prendre une approche différente. Ouais, pour Sous un Caladie Mortel, alors du coup, c'est la première fois que j'en parle vraiment, parce que du coup, la sortie toute proche. Là, donc c'est pareil, donc première personne, toujours d'un seul narrateur. Donc là, on est du point de vue de Bénédicte. C'est un jeune médecin de campagne qui a survécu à la Première Guerre mondiale, mais pas son amant, Arthur, qui est parti à la guerre, qui est jamais revenu. Et donc là, en fait, j'ai fait le choix de la première personne parce que je voulais vraiment qu'on soit dans l'intimité du personnage, vraiment, comme on disait, qu'il n'y a pas de distance, on est vraiment à fleur de peau. Comme ça, je voulais vraiment retranscrire cet amour qu'il avait connu, qu'il a perdu et qu'il cherche à retrouver. Donc c'est vraiment là pour être vraiment dans les sentiments, vraiment à vif, parce que c'est quelqu'un qui est en deuil. Donc un choix différent. Ouais. Et pareil, pour faciliter le rapprochement du lecteur, pour des raisons différentes selon les romans, mais pour piéger nos lecteurs. On va revenir dessus, je pense, sur les pièges. Et d'ailleurs, comme je te parlais de ma Dark Academia tout à l'heure, je crois que ton roman en cours d'écriture, c'est également une Dark Academia. Oui, et est-ce que ça sera aussi une narration à la première personne pour celui-là ou pas ? Alors oui. Du coup, c'est première personne. Un peu pareil, parce que c'est quand même ça va être très lié à l'état émotionnel de l'héroïne et la manière un peu dont elle va évoluer, pas forcément bien, même si totalement différemment dans La Voix de la Vengeance. Donc c'est pour ça au départ je voulais repartir sur une première personne, et aussi pareil d'un point de vue pragmatique, parce que je voulais quelque chose qui soit un one shot, ça me facilite beaucoup la vie la première personne là-dessus pour éviter les tentations. Après parfois je me suis dit
j'aurais peut-être pu tenter une troisième personne très proche, tu sais, comme certains romans font. Donc, sur la fin, je me suis dit, j'aurais peut-être pu avoir une approche un peu différente, mais je suis contente de la première personne là aussi. Mais les prochains, j'essaierai différemment. J'ai l'impression que c'est un peu dans les codes, entre guillemets, de la Dark Academia, la première personne. Quand je regarde ce que j'ai lu, pour l'instant, c'est majorité de la première personne. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je pense qu'il y a un peu t'es influencé par ce que tu as vu de la Dark Academy ailleurs, du coup, c'est plus facile de repartir dans les mêmes. Ouais, parce que finalement, je crois que tous ceux que j'ai lus, pareil. Ouais. Non, enfin, si tu considères A Study in Drowning. Je l'ai pas encore lu. Ah, voilà. Bientôt, j'aimerais bien il a l'air trop bien. Ouais. Il est très centré sur la romance, moi je trouve. D'accord. Ça, je ne m'attendais pas forcément. Du coup, okay. C'est presque une romantaisie, j'ai envie de dire. Ah ok, c'est bon à savoir. Mais tu me diras ce que tu en penses. Ok, ouais, tu vois, c'est le seul... Ouais, c'est le seul auquel je pense. Bon, il y en a sûrement d'autres, mais c'est peut-être pas une majorité du coup. Mais du coup, j'ai cru comprendre, tu disais que tu allais peut-être essayer d'écrire des autres romans à la troisième personne. Du coup, ça veut dire que pour l'instant, t'écrivais qu'à la première personne ou j'ai mal interprété? En fait, en roman, du coup, La Voix de la Vengeance première, là, la Dark Academia sera la première. Et avant, j'en avais écrit d'autres qui juste ne seront jamais publiés parce qu'ils étaient pas ouf. Mais il y en avait certains, oui, c'était à la troisième personne. Et puis dans les nouvelles que j'ai publiées, c'est un peu moitié-moitié. Il y en a certaines première personne, d'autres troisième personne. Parce que tu vois, pour le coup, Miranda, c'était la première que je faisais à la première personne et j'étais pas du tout habituée au début. Ouais. Et c'est comme le changement de la troisième à la première personne, surtout si tu as été habitué à la troisième personne, c'était quoi les obstacles un peu auxquels tu t'es confrontée, justement, de faire ce changement? Alors déjà, c'est ce que j'ai fait le choix de faire au passé, Miranda, et la conjugaison. Ah, les verbes au passé simple à la première personne du singulier, j'arrive pas, ça rentre pas. Putain, meuf, t'as fait lettres modernes quand même, ça rentre. Ah mais je compatis, je fais prépa littéraire. C'est pas que j'ai envie de dire je mange, non parce que je mange c'est dégueulasse comme ça. Manon dit mais c'est aïe en fait, Nina, ça rentrait pas. Je comprends. Je juge pas là, j'ai la même. Et après j'avais des erreurs aussi, mais ça je les ai gardées pour plus tard dans la partie les erreurs à pas faire. Je me suis inspirée de mon expérience. Il y en aurait d'autres à ajouter. Et bien voilà, maintenant je propose qu'on se concentre un peu sur nos personnages. Parce que dans certains romans, en fait, il y a le narrateur, la première personne, il peut être aussi un personnage secondaire au récit. Ça peut être un spectateur qui relate l'histoire du véritable personnage principal. Moi, je pense par exemple à François Sorel dans Le Grand Maulne ou Nick Carraway, je crois que c'est son nom, dans Gatsby le Magnifique. Je dis des classiques, je me dis peut-être que les gens l'ont lu. Watson, Sherlock Holmes aussi peut-être. Oui, c'est vrai, il y a ça par exemple. Oui, encore plus connu peut-être. Mais c'est pas le cas dans nos romans parce que nos narrateurs sont également les personnages principaux de nos romans. Donc ils relatent leur propre histoire. Alors c'est une vaste question à chaque fois. J'ai le talent pour balancer des questions très vastes à mes invités. Après débrouille-toi avec ça. Mais en gros, comment tu construis le personnage en fonction de ce choix de narration? Parce qu'automatiquement si on a accès à toute la psyché du personnage, ses doutes, ses pensées, ses dilemmes, etc., automatiquement, ça impacte la façon dont on va le construire, l'écrire. Ouais. Oui, c'est pas le même mystère que, si tu écris Watson qui va observer Sherlock, et du coup, le personnage principal garde une certaine aura de mystère, et c'est lui qui va être fascinant, et du coup, le lecteur, par les yeux de Watson, est fasciné par Sherlock, alors que nous, du coup, c'est pas la même chose. Après, moi, du fait de vouloir jouer un petit peu sur les biais cognitifs de l'héroïne et d'essayer de faire rentrer les lecteurs dans ces biais-là et dans sa vision qui est de plus en plus déformée au fur et à mesure. Parce que c'était aussi ma peur au départ avec le roman, c'était si elle est trop antipathique, en fait les gens
vont abandonner très rapidement. Donc je voulais pas qu'elle soit trop antipathique, surtout au début. Donc c'était aussi pour ça la première personne, pour essayer de vraiment créer un lien empathique au début où elle est plus en souffrance, on voit pas forcément tout de suite ses mauvais côtés et son absence d'empathie, etc. Enfin, c'est pas très clair au départ. Pour moi, la première personne, c'était aussi un moyen de mettre le lecteur au plus proche pour que il commence à se détacher d'elle le plus tard possible pour pouvoir quand même entraîner les gens jusqu'à la fin du roman. Donc pour moi c'était un peu évident, il n'y avait pas forcément de questions là-dessus, et puisque de base je savais que je voulais construire par rapport à tous ces biais-là, sa manière déformée de voir les choses, le fait que ça soit une anti-héroïne et pas une héroïne classique, donc pour moi c'était forcé que ça devait être la première personne et que ça devait être le personnage central. Et donc toutes les questions peut-être un peu de mystère, etc., elles se posent ailleurs, c'est plus jusqu'où est-ce qu'elle va aller, oulala, mais tu fais n'importe quoi, héroïne, arrête de faire ça, et de se dire mais où est-ce que ça va l'amener. Donc tu vois, je pense que c'est effectivement une position un peu différente, mais qui pour moi était nécessaire vu le type de personnage. Je sais pas si toi ça t'a fait pareil avec Miranda par exemple ou... Bah tu vois là, ce que tu me racontes, ça me fait penser à un autre personnage, Kirsten dans Le Reflet Brisé. Et pour le coup, j'ai pas fait le choix de la première personne parce que je voulais intégrer d'autres points de vue, d'autres personnages. Donc automatiquement, on reste sur une narration à la troisième personne. Mais j'avais vraiment des difficultés parce qu'on avait quand même des points de vue internes à Kirsten. Et jusqu'où il y a aussi un glissement comme Val en fait jusqu'où elle va aller moralement. Et j'avais des difficultés parce qu'il y avait certains points que je voulais cacher au lecteur. Disons que Kirsten, c'est un personnage qui révèle pas ce qui elle est vraiment dès le début. Ouais. Et je me suis dit, mais finalement, j'aurais fait ça à la première personne, je me serais encore plus, ça aurait été impossible en fait. Ouais. Parce que si je voulais faire le glissement, tu vois, contrairement à Vael qui, elle, va, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais elle glisse, et elle se ment peut-être à elle-même, etc. Oui, elle est dans le déni de ça parce qu'elle est tellement aveuglée par ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu, ce qui est normal aussi par rapport à ce qu'elle a vécu, alors que Kirsten, non, elle est pas dans le show, elle a quelque chose de très calculé, de très vraiment sans froid. Donc on aurait été dans sa tête, ça aurait été impossible de cacher certaines choses, certains faits au lecteur. Donc voilà, donc je trouve que de cacher des informations à la première personne. Genre, je sais pas, on peut bien sûr, on va revenir dessus avec les narrateurs non fiables, mais ça aurait été trop artificiel, tu vois. Pour rebondir ce que tu disais avec Val, c'était très réussi parce que pour les lecteurs qui le connaîtraient pas, en fait, le roman il commence avec Val qui assiste au meurtre de son frère. Et du coup, d'où l'idée d'elle va vouloir se venger parce qu'elle va chercher à obtenir justice après le meurtre de son frère par les... Alors, j'ai lu, mais j'ai déjà oublié ceux qui ont l'autorité dans ce monde. Donc, voilà. Et du coup, quand elle va pas pouvoir obtenir justice, par rapport à cette frustration, ça va se muer en vengeance, et c'est là où elle va commencer à tout un parcours voilà, et jusqu'où elle va aller dans la vengeance. Un thème, moi j'adore tout ce qui est female rage, personne qui se venge, j'adore. Donc voilà, et donc je trouvais très intéressant de commencer par cette scène qui, c'est le chapitre 1, c'est hyper marquant comme début de roman. Mais automatiquement, t'as un attachement direct avec le personnage parce que c'est horrible, quoi. Voilà, et puis tu peux comprendre sa réaction en fait. Après, jusqu'où tu vas pouvoir la comprendre. C'est ça qui est intéressant dans notre personnage. Mais ça, c'était l'objectif je dis, allez, on va essayer de créer l'empathie dès le départ. Et montrer un petit peu pourquoi elle fait tout ce qu'elle fait. Voilà, il y a une raison dans toutes ces actions, quoi. C'est Au départ. le fait que ça explique, ça permet de la rattacher d'une façon ou d'une autre. Ce que je voulais faire un peu avec Miranda aussi, c'est que au fur et à mesure, on comprend son histoire par bribes. Donc le personnage il reste quand même assez attachant, même si, comme tu dis, il peut faire des... c'est un peu une stalkeuse, quoi. Enfin... Oui, complètement. Il y a vraiment un petit peu malsain, là. Voilà. Donc, il y a une ambiguïté, quoi. Mais les lecteurs, dans l'ensemble, l'ont quand même beaucoup aimé, l'ont beaucoup apprécié, sont attachés à elle. Donc, je pense que voilà, c'était ce que je voulais aussi. Donc, Mais justement, je trouve que c'est bien d'avoir des personnages comme ça qui...
ont pas des actions qui sont habituelles finalement, et qui, bah voilà, c'est une stalkeuse, enfin, elle a un jugement très dur sur certains autres personnages, alors que nous, en tant que lecteurs, on voit bien qu'elle se trompe sur certains aspects, et c'est peut-être plus facile avec la première personne de faire ça, en fait, parce que peut-être que à la troisième personne, on a plus tendance à juger plus fortement le personnage, peut-être parce qu'on est plus en retrait, et donc on a et ça permet peut-être moins d'explorer des personnalités qui sont inhabituelles en tant que héros de roman. Parce que ça me fait penser justement à celui que j'ai bien aimé, La gloire à tout prix, où là c'est écrit à la troisième personne. Alors qu'on aurait pu se dire, alors qu'en plus on a un seul point de vue, uniquement celui de l'héroïne, pendant tout le roman, donc à la troisième personne, point de vue interne limité. Peut-être qu'on aurait pu faire la première personne, mais en même temps, c'est pas parce que au début, elle est vraiment antipathique parce que elle est méprisante, elle dit que c'est la meilleure, elle pense que, enfin, elle a vraiment un espèce de sens de ce qui est juste, complètement déformé, et donc elle est très désagréable avec beaucoup de personnages. Donc ça donne envie de repartir, mais peut-être qu'à la première personne, ça aurait été trop en fait. Alors que là, ça permet directement de se dire, ok, non, là, elle fait n'importe quoi. Et en fait, c'est fait exprès, et elle va se prendre ça un petit peu dans la gueule au fur et à mesure du roman. Donc, peut-être, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, que c'est un peu deux approches qui permettent de... Il y a un juste milieu à trouver, ça peut être difficile. Des fois, il y a des choix qui sont évidents dans la narration, puis des fois, il faut plus à réfléchir par rapport à ce qu'on veut apporter au lecteur aussi. Et quel recul on veut donner ou pas donner. Puis pour Miranda, moi aussi, pour revenir un peu à ce que je disais dans le choix de la narration, le fait que le personnage, le narrateur, soit un fantôme, automatiquement, ça transforme le récit en huis clos aussi, tu vois, automatiquement. Ça, je trouvais ça intéressant, dans le fait que le récit se construit automatiquement par rapport à ce choix de narrateur, parce que vu qu'elle c'est un fantôme, elle est prisonnière de la maison qu'elle hante, du terrain aussi. Donc ça, elle n'a plus aucun accès à l'extérieur, le monde extérieur, elle a pas du tout accès, et du coup, le lecteur n'aura pas accès non plus à ce qui se passe, à part quand c'est des gens de l'extérieur qui vont venir. Et du coup, il y a une unité de lieu, les décors sont assez réduits, mais elle n'a pas aussi accès au temps qui passe, elle n'a plus accès à ça, donc ça perd un peu le lecteur. Je m'étais beaucoup amusée par rapport à ça. Oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait, mais moi j'avais noté que dans la narration à la première personne, en fait, je trouve que le récit en lui-même, donc la trame narrative et tous les choix d'écriture qu'on va faire, ils deviennent automatiquement une caractérisation du personnage quand il est narrateur, je trouve, automatiquement. Dans les choix qu'on va faire, puisque c'est sa façon de voir le monde, de nous le transmettre, donc sa façon de vivre les événements, par exemple, Val, comment elle va vivre le meurtre de son frère et tout ce qu'elle va subir ensuite, sa façon d'agir, de réfléchir les événements, les ressentir, donc automatiquement, le récit devient intrinsèquement lié au narrateur, puisqu'en fait, le récit est le narrateur. Donc, du début à la fin. Donc Miranda, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai donné le titre le titre du roman, c'est Miranda, c'est le personnage de la narratrice, parce que pour moi, Miranda est le roman, quoi. Donc, et pour ça, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est intéressant, de mon point de vue. Je trouve que c'est important d'avoir une voix narrative assez forte, tu vois. Je trouve que c'est plus intéressant à écrire et à lire, je pense. C'est un peu ce qu'on me disait aussi. Parce que pour moi, l'intérêt de la narration à la première personne, c'est qu'on sente la voix du personnage. Sinon, quel est l'intérêt, tu vois, en mode... pourquoi pas avoir écrit à la troisième personne, ou alors pourquoi avoir écrit de son point de vue à lui ce personnage-là et pas d'un autre. Donc pour moi, ce qui rend le narrateur aussi intéressant, qui justifie entre guillemets le fait que ce soit lui le narrateur, c'est qu'il est quelque chose, quoi, qu'il incarne quelque chose. Et les narrateurs à la première personne qui nous marquent le plus, c'est ceux-là en fait, je trouve. Moi j'aime beaucoup ce que tu dis, que finalement le roman entier est de la caractérisation du narrateur, puisqu'on est à la première personne. Parce que c'est vrai que à la troisième personne, surtout en point de vue limité, donc très rapproché, tu peux aussi avoir des moments qui sont dans la narration, qui sont de la caractérisation du personnage quand il va penser d'une certaine manière, mais tu vas aussi avoir des moments qui sont plus, entre guillemets, neutres, même si on est dans un point de vue interne. Alors qu'à la première personne, tout de A à Z passe par les pensées du personnage principal et le personnage principal qui fait ce récit, que ce soit au présent ou au passé. Donc forcément, tout est coloré par le personnage principal,
Et même si pareil en troisième personne interne, qui peut être parfois très rapprochée, etc., c'est aussi censé être coloré par le personnage principal, il y a quand même pas autant cet aspect totalitaire, peut-être, que de la première personne. Et je trouve que c'est vachement cool de le voir comme ça. En fait, tout caractérise un personnage, le personnage principal. Enfin, les autres personnages sont aussi caractérisés, mais de le voir sous cet angle-là. Parce que même le choix des mots, donc le champ lexical, le Ouais. registre de langue, ça va être ça. Enfin, c'est la façon d'être du Ouais, encore personnage. plus fort. Et c'est vrai que je sais qu'il y a parfois des gens qui disent qu'ils ont du mal avec la première personne. Et peut-être que, enfin, qui vont dire ça dépend aussi des romans qu'on lit, etc. Et je trouve que pour les styles qui vont être plus simples et effacés pour vraiment mettre la lumière sur l'action ou sur les lieux, etc., on peut choisir d'avoir des styles plus ou moins, c'est ça, effacés finalement. Pour moi, ça marche bien, ça marche super bien avec la troisième personne. Je pense à beaucoup de romans, par exemple Brandon Sanderson, où ça va être peut-être plus effacé, mais parce qu'on est vraiment entièrement dans l'action, dans ce qui se passe, dans la magie, les mécanismes de magie, de l'univers, etc. Mais pour moi, ça marche moins avec la première personne. Parce que du coup, c'est un peu la question que tu poses. Dans ce cas-là, si c'est pour avoir quelque chose qui est plus dépouillé et effacé pour mettre en avant d'autres éléments, pourquoi choisir la première personne? Parce que dans ce cas-là, ça enlève un peu tous les avantages de la première personne. Et je trouve que presque ça rajoute une distance, alors que, qui va finalement à l'encontre de l'intérêt de la première personne, qui est justement d'enlever la distance et de caractériser tout via les yeux du personnage. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais ça me fait penser. Si. En fait, ce point-là, moi, ça me fait penser automatiquement au concept du narrateur non fiable, le fait d'avoir une voix narrative forte, et tout ce qui construit le roman, c'est le narrateur. Donc en gros, comme son nom l'indique, narrateur non fiable, c'est quand on peut pas se fier au narrateur. En gros, ne pas croire à tout ce qu'il raconte, parce que il dépeint pas les faits tels qu'ils le sont vraiment objectivement. Moi, déjà, je pense, tu me dis ce que tu en penses, mais moi, je pense que tous les narrateurs, la première personne, ils sont pas fiables par nature, en fait. Tu vois, il y en a plus que d'autres, sûr, où c'est vraiment travaillé. Mais par nature, en fait, où ils peuvent pas être fiables, parce que ils peuvent pas être pleinement objectifs, parce que il y a toujours une part de subjectivité dans une personne, parce que déjà ils sont limités à leur point de vue, pas l'omniscience pour comprendre les choses telles qu'elles sont dans leur globalité. Par exemple, dans la vraie vie, si on demande à 3 personnes différentes de relater le même événement, tu vois, on aura 3 récits différents. Ouais. Parce qu'ils ont ressenti des choses différentes, qu'est-ce qui a retenu leur attention, tu vois, ils vont pas retenir les mêmes choses. Et puis aussi parce que nous, en tant qu'être humain, je trouve qu'on est auto-centré, tu vois. Et je dis pas ça de façon négative, mais c'est vrai, on remarque pas tout ce qui se passe autour de nous tout le temps parce qu'on est concentré sur nous. Par exemple, on m'a dit une fois, ça m'a marqué, imagine, tu te casses la figure dans la rue et t'as la honte et t'as l'impression que tout le monde va se foutre de toi, que t'es la risée de tous, que les gens ils vont en reparler chez eux le soir. Oh, t'as vu la nana qui est tombée, tu vois. Mais en fait, c'est faux. En fait, en vrai, les gens, peut-être qu'il y en a certains qui vont se souvenir, mais le lendemain, ils auront oublié, ou il y en a d'autres qui vont peut-être pas remarqué. Mais toi, vu que c'est toi, tu vas t'en souvenir des années après, peut-être, tu vois, de ta honte. Ouais, forcément. Enfin, tu vois, on est tous auto-centrés, on voit c'est normal, en fait, on perçoit le monde à travers nous, notre ressenti, notre vécu, nos sens, parce que tout le monde n'a pas les mêmes sens aussi non plus. Donc ça, en fait, c'est de lieu à l'autre, je trouve qu'on a toujours un narrateur fiable ou non fiable, du coup. Après, c'est à savoir si l'auteur, ou l'autrice, va mettre l'accent sur cette non-fiabilité, tu vois, et comment l'exploiter. Ouais. Et moi, tu vois, j'avais noté des exemples de narrateurs non fiables, peut-être que les auditeurs voient un peu de quoi je voulais parler. Alors déjà, il y en a beaucoup à citer, mais il y a beaucoup ça dans les récits de fantastique et d'horreur. Souvent, je pense le Horla, de Maupassant. Je vais pas tous les citer, mais il y en a plein. Souvent, c'est le genre de Edgar Allan Poe aussi. Il y a souvent ça. Moi, je cite souvent l'étranger de Camus. Avec Meursault, qui est complètement étranger à sa propre vie, qui est détaché de ce qui lui arrive. C'est pour ça que ça s'appelle l'étranger. J'en avais parlé, je crois, dans l'épisode sur l'Inkipit d'ailleurs. L'Inkipit du roman, c'est ça en fait. C'est aujourd'hui, maman est morte et il est complètement détaché. Et c'est ça en fait. Du coup, il n'est pas du tout fiable parce qu'il, pour le coup, il est détaché du ressenti, mais c'est ça qui fait justement la voix narrative forte. Donc c'est un choix aussi. Parce que justement, il est détaché de choses qui ne devraient pas l'être. Donc, je pense je sais pas si tu as déjà lu d'Agatha Christie le meurtre de Roger Ackroyd.
Oui, mais il y a très longtemps, alors je ne m'en souviens plus. En fait, c'est une enquête d'Hercule Poirot, mais qui est vue et donc narrée par un autre personnage. Donc on a l'enquête et sa résolution, mais du point de vue d'un autre personnage. Agatha Christie, elle prend en compte dans la résolution de l'intrigue le fait que ça soit une narration à la première personne, et elle joue avec le concept en fait. Je peux pas en dire plus pour pas, parce que ça reste un... Ouais, mais je crois que je vois Voilà, aussi le mais il y a concept. toujours un... Et sinon, celui que je cite souvent aussi, qui est très marquant, c'est le Lolita de Nabokov. Puisque là, on est du point de vue d'Humbert Humbert, qui est donc un pédophile, hein, disons-le, qui en fait, donc, qui sexualise Dolores, donc qui surnomme Lolita, qui est une petite fille de 12 ans, en fait. Et je trouve ça, ce qui est très marquant dans Lolita, je trouve, c'est que même culturellement, maintenant, je trouve que la société a adopté un peu le point de vue d'Humbert Humbert, dans le sens où, quand on dit une Lolita, on parle une jeune fille aguicheuse, tu vois, un nymphette un peu, alors que de base, la Lolita du roman, Dolores, c'est une petite fille qui est sexualisée et qui est Qui est une victime, en victime, en fait. Et je trouve ça très intéressant et triste, même que maintenant, on parle d'une Lolita pour, en mode... c'est un peu le point de vue d'Humbert Humbert, en mode, c'est elle qui m'aguiche, quoi. Au premier degré, ce point de vue pourtant très clairement biaisé, où il invente complètement c'est ça, des comportements aguicheurs à Lolita qui n'en a pas, en fait. Et normalement, on est censé pouvoir voir, en fait, cet écart entre le narrateur et l'autre. Ouais, non, je vois complètement ce que tu veux dire. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu voulais rajouter des choses par rapport peut-être à ta narratrice qui est aussi non fiable, du coup? Enfin, elle est pas fiable du tout, même. Oui, c'est ça. Même pour elle-même, elle est pas fiable. Ouais, non, mais je pense que t'as tout dit. Ouais, enfin, je suis d'accord avec toi quand tu dis que toute narration à la première personne est forcément en partie non fiable. Après, c'est ça. Est-ce que ça va juste être finalement un outil de caractérisation, dans le sens où le personnage va remarquer ça plutôt que quelque chose d'autre, va se rappeler ça d'une manière plutôt que d'une autre, va interpréter ça d'une manière ou d'une autre, et en fait, juste ça permet de construire la personnalité du personnage, ou alors est-ce que c'est utilisé comme un outil narratif pour cacher quelque chose, pour faire provoquer un effet sur le lecteur ou pas, et donc ça peut être aussi peut-être pour créer un plot twist, pour cacher quelque chose qui est révélé beaucoup plus tard, des intentions qui sont là, qui ne sont pas là. Et moi du coup je l'avais plus utilisé pour, oui elle est pas fiable, mais pour montrer que son point de vue est déformé. Ma manière un peu de faire l'écart entre elle et plus, l'état plus réel, c'est la manière dont ensuite les personnages secondaires vont lui parler, vont essayer de lui vont lui faire un petit peu ce reality check, lui dire en fait ce qu'il pense d'elle et ce qui est beaucoup plus proche de la réalité, mais elle, même ça, à la fin, de toute façon, elle se re-justifie par rapport à ça, elle reprête des intentions aux gens qui ne l'ont pas. Donc ouais, c'était plus dans moi, le narrateur non fiable, pour montrer un petit peu, c'est ça, le point de vue biaisé du personnage. À quel point elle est aveuglée et elle n'est pas capable de prendre en compte la vie des autres, le ressenti des autres, le point de vue des autres. Et moi, on le ressent particulièrement à travers du personnage. Alors, j'ai plus le prénom, mais le meilleur ami de son frère, avec qui elle va nouer une relation au bout d'un moment. Et c'est hyper intéressant. Et même ses proches, etc. Et j'ai beaucoup aimé aussi découvrir donc l'antagonisme de son point de vue à elle. Donc va falloir que tu me rappelles le prénom. Donc c'est celui qui a tué son frère. C'est hyper intéressant parce qu'elle est en mode mais c'est un assassin, il a tué mon frère, elle veut obtenir vengeance, etc. Mais c'est intéressant de voir comment Yarvin va se dévoiler à travers elle, qu'elle le déteste, etc. Et nous traverse comment Yarvin va se comporter, etc. On va nous dessiner un autre et moi j'aime bien, au bout d'un moment elle est complètement aveuglée et ça, et quand elle va essayer de porter plainte pour obtenir justice dans un premier temps, et là elle est confrontée au fait que bah oui, en fait, objectivement dans ce monde là, dans ce système d'ordre, de justice là, son frère était dans l'illégalité. Et en fait, parce qu'il était une voie illégale, il ne faisait pas partie de ces voies autorisées. Et en fait, quand tu prends du recul, sans justifier ce qui s'est passé, mais du point de vue de Yarvin, le frère de Vael a attaqué sa collègue, en fait. Donc il attaque la collègue et c'est pour ça qu'il se fait tuer, parce qu'en représailles, ils se défendent. Et ça, Vael, elle peut pas le prendre en compte parce qu'elle c'est son frère, elle a vécu ça l'a choqué, ça l'a traumatisé.
et elle peut pas prendre le recul. Et c'est Non, hyper intéressant, je trouve, tu vois. Ouais. Non, mais c'est ça, complètement. Et ce que ça me fait penser, ce que j'aime bien justement dans les narrateurs plus biaisés, c'est que ça force presque le lecteur à travailler et à créer son opinion qui est différente de celle qui est dite dans le livre. Et il est obligé de, c'est ça, lui-même avoir une opinion sur les personnages secondaires qui n'est pas celle qui est donnée par la narration, puisque c'est celle qui est donnée de manière biaisée par le personnage, à se faire une opinion par les événements qui n'est pas celle qui est donnée par la narration. Et donc c'est ça oblige à presque avoir deux histoires en parallèle, celle de la narration et celle ensuite que le lecteur va se faire en créant lui-même sa propre opinion, et c'est ça, sa propre histoire d'une certaine manière. Et je trouve ça vraiment très cool quand ça c'est parle. hyper intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Est-ce que tu as des gens qui sont... Est-ce que tu as eu des retours de lecteurs, de gens qui sont tombés dans le piège du point de vue unique de Vaël, ou il y en a d'autres qui ont pu apprécier d'autres personnages, je sais pas. Ouais, moi je trouve ça vraiment fascinant, c'est que j'ai eu un éventail total d'interprétations. Des gens qui sont à fond derrière elle du début à la fin. En mode quand, bah justement, enfin, sans faire des spoils d'événements, quand il y a des personnages gentils qui souffrent, ah, enfin, très bien, comme ça, on va pouvoir avancer. Genre, ok. Et à l'inverse, enfin, entre ceux qui au début l'aiment bien, puis petit à petit commencent à dire, là, ça va trop loin. Il y a ceux qui vont avoir une position plus ambiguë. Je l'aime bien, j'ai de l'empathie, mais en même temps, je sais pas trop. Et à ceux même, enfin, qui du coup n'approuvent pas du début à la fin et trouvent que c'est une psychopathe dès le début. Donc il y a vraiment un éventail vraiment très très large. Et je trouve ça fascinant à voir de l'extérieur, surtout avec moi, ce que j'ai voulu faire du personnage, comment elle est interprétée, parfois pas du tout de la manière dont moi je l'ai construite. Donc c'est marrant. Je sais pas si t'as ça aussi avec Miranda, mais... Miranda, j'ai l'impression que le consensus est un peu le même, tout de même, mais j'ai eu ça avec Kirsten, ouais. Ah ouais? Ouais, il y en a qui l'ont détesté, l'autre qui l'ont adoré, Team Kirsten jusqu'au... Ouais. Parce que maman, elle tue les gens aussi. Et ils ont dit, oh, c'était un peu jouissif comme scène. Et je dis, ouais, puis au bout d'un moment, elle quand même a tué des gens qui sont de plus en plus innocents, quand même. Bah. Oui, qu'est-ce que ça veut dire sur toi, là? Ouais, non, mais puis il y a quand même une scène, elle s'en prend à un certain type d'êtres. Bon, je veux dire, des animaux, par exemple. Là, ça a été la niette pour pas tuer. Alors que, heureusement, les enfants, non. Là, ça va. Les animaux, par contre. Enfin, c'est ça qui est intéressant aussi dans le fait d'écrire des personnages comme ça. Hein. Qui vont diviser un peu les gens, qui peuvent être clivants. Mais du coup, très intéressant. J'avais noté, moi aussi, dans le narrateur non fiable, par rapport à mes œuvres, comment ça influence le rapport au monde, à l'espace. Autant et aux autres personnages, c'est un peu ce qu'on parlait. Donc, par exemple, tu évoquais Daisy, mais c'est un peu la même chose, toi, la façon dont Val, elle va voir Yarvin. Par exemple, tu vois, dans Miranda, elle est jalouse de Daisy, donc elle va dépeindre Daisy comme un personnage vraiment négatif. Alors, comme tu disais, objectivement, Daisy, c'est pas son ennemi, c'est pas quelqu'un d'autre, etc. Et je trouve dans ton roman, c'est un peu ça. Enfin, je dis pas que Yarvin, il est tout blanc, etc. Mais moi, je trouve qu'au fur et à mesure qu'on apprend à le connaître, c'est pas forcément le grand méchant qu'on... c'est pas le monstre qu'elle s'était dépeint. Oui, pour elle, il est pas non plus gentil. Enfin, même... Oui. Mais c'est aussi le problème, c'est qu'elle a une vision totalement déformée de la personne, en fait. À tous les niveaux, parfois elle le voit mieux qu'il n'est, moins bien qu'il n'est, ou plus monstre. Enfin, il y a tout c'est ça, cette ambiguïté. Et donc, mais ça, le lecteur derrière peut pas se fier à ce que le narrateur dit. On peut pas se fier à ce que Miranda dit sur Daisy, très clairement. On peut pas non plus trop se fier à ce que Vaël dit. Donc on est obligé un peu de se faire notre propre opinion un peu. Et c'est ça que j'avais adoré travailler, parce que c'est vrai que Daisy, elle s'en prend plein la gueule. Miranda, elle la déteste, mais il y a aussi une ambivalence, parce que au fur et à mesure de la nouvelle, elle va faire un choix, par exemple, à la fin, par rapport à Daisy, que je trouvais intéressant à exploiter aussi, qu'elle va prendre quand même un recul, etc. Et aussi par rapport à Allen, où c'est le contraire. Donc Allen, c'est le fameux garçon dont elle va s'enticher, donc elle va l'observer, voilà. Faut rester, observer, entre guillemets.
Et elle, c'est le contraire, parce qu'elle va l'idéaliser complètement, et quitte à gommer ses défauts, elle va pas avoir les Ouais, c'est défauts. ça. Ouais, j'allais dire, à la fois, elle voit Daisy en bien pire qu'elle n'est, mais Allen, enfin, très clairement, c'est ça, elle l'idéalise totalement. Et nous, en tant que lecteurs, petit à petit, on se dit, elle était pas très sympa, elle passe complètement à côté de ça. Mais du coup, après, c'est ça, tu joues là-dessus. Et à la fin, finalement, les personnages, enfin, la manière dont ils sont vus par la narration finit par se rapprocher plus fortement de ce qu'ils sont réellement. Donc, l'écart se réduit au fur et à mesure. Parce qu'en fait, elle déforme, elle réécrit elle-même Ouais. la réalité pour que ça a sa convenance, parce que c'est une forme de... C'est pas conscient en fait, mais elle-même, Ouais, elle va s'auto-persuader de ça, tellement qu'elle est dans son délire ouais, un peu un obsessionnel, biais de etc. confirmation, où Ouais, tu ouais. vas accepter que ce qui rentre dans ta vision des choses, et tu vas complètement mettre de côté le reste. Ce qui est quelque chose qu'on peut faire aussi, enfin pas, Complètement. On peut pas plus à aller ce loin. point-là, peut-être pas, mais je pense que c'est quelque chose de très humain en fait, quand on a Ouais, une idée ouais, des fois préconçue. Voilà, des fois c'est dur de prendre du recul et d'accepter d'autres points de vue, ouais. etc. Ouais. Ah non, mais complètement. J'avais aussi noté l'importance de ce qu'on ne dit pas. Mhm. Du coup, on peut dire plein de choses dans la narration parce qu'on se dit, bah, c'est dans ses pensées, donc il se passe plein de choses dans les pensées des personnes. Mais ce qui n'est pas dit, c'est toute son importance. Par exemple, moi, dans Miranda, c'est jamais explicitement dit qu'elle est un fantôme. Ouais, Euh, Parce qu'en fait, tout simplement parce qu'elle-même, on n'a pas vraiment conscience, vu qu'elle est dans le déni. ouais, elle peut pas Donc, l'accepter, on sent. ouais, On sent que ouais, si donc, elle se le dit, elle va péter un câble. ouais, ouais, c'est le bug, c'est Ouais. Et parce que même quand elle finit peut-être un peu à le conscientiser quand même, bah c'est presque vécu comme un non-problème, tu vois, en mode, Ouais, bah, comme si elle refuse quand même de l'admettre, tu vois, elle va pas ouais, s'attarder sur les petits détails qu'elle ouais, va ouais. remarquer, quoi. Parce que comme si elle pouvait pas se poser face au problème pour l'assimiler, tu vois. Et ça, j'avais adoré parce que du coup, c'est intéressant de voir à quel moment les lecteurs comprenaient, en fait. Parce que Ouais. moi, j'en ai qui ont pris du temps à en comprendre. Et ça, on peut rapidement se laisser piéger par la narration parce qu'on dit, bah, on rentre dans un livre, du coup, un petit peu le pacte du lecteur. On accepte de prendre pour argent comptant ce qui nous est dit. Donc, on peut très facilement se faire avoir pendant longtemps parce qu'on va se dire, bah, ce qui est dit par la narration, voilà, j'ai accepté, j'ai suspendu mon incrédulité, du coup, j'y crois. Mais sauf que là, dans ces cas-là de Nathan non fiable, bah, ce que dit la narration, bah, c'est pas vrai. Donc, il y a une espèce presque de jeu sur le pacte du lecteur. Ouais. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis un peu crédule en tant que lectrice. Moi, je me laisse balader les plot twists, je les vois pas venir, etc. Donc, je peux me laisser. Alors, Miranda, je trouve que j'avais trouvé qu'effectivement, il y avait un deal fantôme assez rapidement. Mais il y a plein de fois où je me laisse balader pareil parce que je décide d'y croire et je me laisse tromper. J'accepte de me laisser tromper. Bah, des fois, ça peut être super, justement, Ouais, parce que ouais, t'as la surprise et tu te sens le retournement, tout ça, va complètement t'estomaquer. Et c'est pour ça, des fois, que tu peux lire un roman, c'est pour ça. Et il y a d'autres personnes qui vont vraiment être dans plus minutieux, oui, etc., et qui aiment bien il y a avoir des le gens qui contrôle. adorent essayer de repérer, deviner les plot twists avant, ce genre de choses, et qui vont vraiment tout noter. Alors, moi, pas du tout. Et ça me fait penser, je viens d'y penser à un roman. Du coup, je vais pas dire le titre parce que je vais spoiler quelque chose, mais du coup, c'est un roman en anglais. Et c'est vrai que quand on écrit en anglais à la première personne, comme c'est pas une langue genrée, bah en fait, Mm. il n'y a pas les accords de genre. Donc, c'est beaucoup plus Ouais. facile d'écrire à la première personne et en fait de ne pas donner d'informations sur le genre du personnage. Et donc, en fait, tout le roman est écrit d'une certaine manière, en jouant un peu avec nos a priori, où tu penses, en fait, du début à la fin, que le personnage principal est un homme. En fait, parce qu'en plus, c'est un truc de SF, c'est un soldat. À traduire, je pense que c'est ultra compliqué, parce que autant il y a certaines choses, bah, tu peux changer la formulation, mais et le but c'est pas justement d'écrire quelque chose de manière neutre, donc tu peux pas partir au Yale avec les points médians, etc. Parce que le but Mm. c'était vraiment de tromper le lecteur, c'est-à-dire pendant la majorité du roman, enfin en tout Mm. cas moi je me suis fait avoir, je pensais que c'était un homme et enfin la manière dont c'est fait exprès pour te faire croire que c'est un homme, Ouais. et en fait à la toute fin, là enfin pour la première fois quelqu'un dit son prénom et là enfin en tout cas enfin il y a un aspect qui te fait réaliser Ouais. ah bah non en fait c'était une femme, et je trouvais ça trop cool d'avoir joué sur cette première personne
sur les différents indices, et toi, t'y crois, en fait. Tu rentres dedans, t'es proche du personnage principal, mais en fait, on te cache un élément essentiel qui te révèle qu'à la fin, en fait. Et ça te permet de repartir en arrière et de repenser à, en fait, finalement, aussi, toi, à tes a priori, à la manière dont t'as interprété le personnage, pourquoi tu t'es trompé, Mais c'est ce que je voulais te demander, en fait. L'auteuriste, il met vraiment des indices comme quoi c'est un homme, ou alors c'est juste toi, par ton biais, ou souvent au neutre, on associe au masculin d'office, en fait, par nos biais, en fait, aussi. Et je pense que qu'il y a clairement un petit peu ça, parce que, déjà, c'est un soldat, qui s'engage pour l'armée. Je crois que la toute première scène, c'est, du coup, elle va se battre contre un autre mec parce que je sais plus, il l'insulte ou un truc comme ça. Donc en plus un comportement que nous on va associer à la testostérone, etc. Donc en fait il y a tous ces espèces d'indices là, qu'en fait qui te laissent penser que c'est un homme, enfin qui moi m'ont laissé penser à ça. Et je pense que c'est fait exprès parce qu'il y a vraiment absolument aucun indice finalement. Elle ne dit jamais que c'est un homme. Donc c'est juste toi qui va poser. Ouais, c'est les biais genrés que t'as plus ou moins consciemment. Ouais. Et du coup à la fin tu dis je pensais que j'avais pas autant de biais là. Je me suis fait avoir. Mais ça permet justement de réfléchir à toi-même comment t'as pris en compte le roman, quoi. Et je trouve ça super intéressant d'avoir utilisé la première personne comme ça. Mais c'est faisable en anglais. En français, je suis pas sûre qu'on puisse piéger le lecteur de cette manière. Peut-être dans un texte très court où là on peut plus facilement éviter les c'est vrai que sur la durée c'est dur. Ouais, sur un roman entier, je pense que c'est compliqué. Ouais, ça, on a une langue qui genre tout, quoi. Enfin, moi, ça me fait rire, les Anglais, quand ils disent « Mais pourquoi vous mettez des genres à des objets ?» Ça me fait... c'est comme pourquoi ça. Pourquoi on dit « la table » et pas « le table » Bonne question. C'est vrai que c'est trop bizarre, c'est que c'est naturel pour nous. Et on est tous d'accord. Pourquoi ? Je ne sais pas. Oh, ça rejoint complètement ce que je disais sur ce qu'on ne dit pas et les détails que tu vas mettre ou non. Et c'est, je pense qu'elle a dû, l'auteuriste qui a fait le moment dont tu parlais, a dû s'éclater, je pense, avec ça, quoi, parce que... Mais en plus, elle joue toujours sur les notions de genre et toujours dit, m'en douter. Mais c'était le premier livre que je lisais d'elle, donc je ne le savais pas. Ah ouais. Voilà, je m'excuse, mais... sans prétendre faire comme ça, mais dans Miranda, c'est un peu ce que je voulais faire aussi, là, avec le fait qu'elle soit décédée. Parce que, dit comme ça, hors contexte, c'est trop bizarre. Parce qu'en fait, moi, je m'étais amusée, entre guillemets, je m'étais un peu éclatée à mettre des petits détails que Miranda va narrer, parce qu'elle va, en les voyant, tu vois, par exemple, mais elle va pas s'attarder dessus, ou pas les comprendre, ou tout simplement pas les dire. Du coup, par exemple, tout début, là, sa mère part, dit, bon, maman, elle est partie. Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle s'en va en te laissant derrière toi, tu vois, mais toi, elle va pas, sa maman est partie, quoi. Et elle, c'est normal, donc elle va pas l'expliquer au lecteur et ça laisse des zones d'ombre. Il y avait ça, il y avait les fleurs sauvages qui envahissent le jardin, j'avais les barreaux. En fait, dans la première scène, elle regarde sa mère partir derrière les barreaux de la grille et c'est dit que c'est fraîchement peint et quelques paragraphes plus loin, ils sont rouillés. Oh, j'avais pas remarqué. Oui, tu vois, c'est subtil, je me dis, il y a que moi qui le vois, ça, Nina, peut-être, mais du coup, le temps est passé. Pour Miranda, pas forcément, parce que c'est le même chapitre, toi. Ouais. Ah, mais en fait, maintenant que tu le dis, je me souviens du détail écrit, parce que je me souviens de me dire, l'image que tu avais utilisée pour la rouille, elle était très cool et tout. Mais j'ai pas remarqué, en fait, l'écart entre les deux, mais c'est une super idée, hein. J'adore. Ça, parce qu'elle, elle est pas, elle le note, mais elle s'attarde pas dessus. Ouais. Donc, du coup, à voir si le lecteur le note ou, enfin, ça va tilter ou pas, tu vois, Et ça revient sur l'idée de faire travailler le lecteur, tu vois. C'est ça, il y a de ce que tu dis, de ce que tu dis pas, comme tu dis, de ce qui est laissé dans l'ombre, et qu'on doit nous-mêmes réécrire, et mais pourquoi ? Et, ou ne pas voir, comme moi. En gros, je pense que les auditeurs ont compris, on adore les narrateurs non fiables. Les narrateurs traumatisés qui refont le déni et qui refoulent beaucoup trop de choses. Mais sinon, tout va bien, vous inquiétez pas. C'est pas du tout le reflet de nos propres... Il y a tellement de choses à dire, ça aurait pu être même un épisode même sur le narrateur non fiable. Quelles sont les erreurs à éviter quand on narre un récit à la première personne ?
Et là, je pense qu'il y a plein de choses à dire. Et je pense que ça peut intéresser nos auditeurs, ceux qui écrivent, ceux qui veulent tenter un essai à la première personne. Je pense que ça pourra vous apprendre plein de choses. Et moi, je me suis un peu inspirée de mes erreurs de débutante. Non, mais c'est intéressant, surtout si tu étais habituée à écrire à la troisième personne, parce que du coup, tu vas avoir vraiment... toi, tu as pu voir la différence. Alors que c'est vrai, comme j'ai toujours fait l'un puis l'autre, genre, je sais plus quelle est la différence entre les deux presque. Donc, je trouve ça va être intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Bah, je peux commencer si tu veux, du coup. Alors, c'est première erreur que j'avais relevée, moi, c'est le narrateur qui sait des choses qu'il ne devrait pas savoir, tout simplement. Et ça, c'est un truc que je fais aussi à la troisième personne, quand il y a des passages d'un point de vue interne. Et ça aussi, et je trouve que c'est encore plus glissant en fait, quand c'est parce que c'est une narration à la troisième personne, c'est plus facile de dire des trucs qui sont pas censés savoir. Alors que non, interne. Donc en fait, moi j'avais noté c'est difficile parce qu'en tant qu'auteur, on sait tout, puisque automatiquement c'est nous qui inventons l'histoire. Alors que le narrateur, la première personne, lui, automatiquement, il doit rester limité à son point de vue. Et ça peut être assez restrictif. Et c'est tout bête, mais par exemple, le narrateur, la première personne, ne peut pas connaître pour sûr les sentiments d'un autre personnage, ce qu'il pense, ou ce qui s'est passé dans une scène où il était absent, tu vois. Donc en fait, il faut bien distinguer ce que c'est l'auteur de ce que c'est le personnage narrateur. Et ça, je trouve que c'est dur, tu vois. Où, tu vois, le narrateur première personne voit un personnage et il interprète les sentiments du... Tu vois, il dit... Daisy était en colère. Daisy, voilà. Elle a peut-être juste peur et le personnage interprète mal le sentiment. Du coup, alors c'est vrai, après ça peut jouer dans la non-fiabilité du narrateur, et voilà, Miranda qui va percevoir tous les actes et les paroles de Daisy comme une menace envers elle, en mode c'est ma rivale quoi, le petit mec. Alors que objectivement, Alain c'est le mec de Daisy en fait. Et toi t'as cette relation qui est imaginaire. Tu n'existes pas dans leur conscience en plus, donc... Donc voilà, mais ouais, c'est ça en fait. Et donc, bien faire attention. C'est tout simple, c'est tout basique. Vous allez peut-être me dire, mais c'est tout bête, Nina, ce que tu nous dis, mais ça peut être une erreur qu'on peut faire au début, je pense. Ouais, complètement. Par exemple, ça, tel élément, le narrateur ne peut pas savoir en fait. Il n'a pas accès à tout. Et comme tu dis, je trouve, parce que pour moi, c'est la même chose quand tu fais une troisième personne au point de vue limité. Donc, je parlais de la gloire à tout prix qui aurait presque pu être écrit à la première personne parce qu'on n'est que sur la troisième personne limitée tout du long. Comme tu dis, je pense que il y a même plus de glissement là. Parce que je trouve qu'on voit parfois souvent des gens qui font des passages en point de vue interne, troisième personne, puis ensuite ça dérape un peu en omniscient, puis on repart sur un point de vue limité. Peut-être là où ça peut rendre les choses plus confuses encore. Alors que la première personne, je me dis, on peut se tromper là-dessus. Mais normalement, en écrivant le jeu, on doit pouvoir réaliser au bout d'un moment, quand même, enfin, on a cette espèce de check qui est fait automatiquement à chaque fois qu'on écrit une nouvelle phrase, presque. Ouais, je pense que ça doit être plus difficile dans les romans à multi-points de vue. Par exemple, je pense à Six of Crow de Libar Hugo. Il y a quand même 6 points de vue différents. Alors, c'est de la narration à la troisième personne, mais chaque chapitre est d'un point de vue interne d'un personnage. Et puis l'intrigue est tellement complexe, puisqu'on est dans une heist, donc c'est les trucs de braquage, de s'infiltrer, s'évader, des choses comme ça. Donc il y a tout un scénario avec des retournements de situation, machin, tout un plan, machin. Et chaque personnage, alors t'as Kaz, le chef, qui a tout, machin, mais il va pas dévoiler chaque détail de son plan, ça va se dévoiler ça. Donc tel personnage ne sait pas tout, tel personnage a son histoire, ne connaît pas l'autre. Du coup, comment tu fais dans la structure de ton roman pour pas te gourer? Attention, tel personnage n'a pas connaissance de tel détail qui va arriver. Et... ça, j'ai pas encore écrit. Dans le reflet brisé, j'ai 3 points de vue différents, mais ça reste assez limité quand même. Le point de vue de Kirsten est quand même majoritaire. Un bouquin comme elle a fait où chaque chapitre c'est un point de vue et il y a 6 points de vue différents qui s'alternent, ça me paraît hyper difficile. Bon. Ah non, mais clairement, faut bien structurer. L'intérêt est bien savoir où et qui et où, c'est quoi, à quel moment. Donc voilà, j'avais noté ça. Donc une erreur qui vaut aussi donc pour les narrations, à la troisième personne avec des points de vue internes du coup. Quand c'est un point de vue omniscient, là vous pouvez tout dire. Oui, là.
Est-ce que tu avais noté des erreurs à éviter, toi, de ton côté? Parce que moi, j'en ai encore plein à dire, si tu veux. Je pense, en rebondissant ce qu'on disait plus tôt sur, justement, peut-être une différence première personne et troisième personne sur le fait que la première personne, vraiment, tout caractérise le narrateur. Et du coup, pour moi, alors est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une préférence personnelle? Peut-être qu'on peut en débattre. Mais moi, ce que je trouve qui peut-être peut gâcher un peu la première personne, c'est justement de ne pas assez la caractériser. Et pour moi, je fais pas mal de bêta-lecture, ce genre de choses que je peux voir qui peut peut-être être une erreur, c'est l'idée de se dire, ah, j'écris à la première personne pour pouvoir rapprocher le lecteur du narrateur. Comme ça, la première personne, on est plus proche, on aura plus d'émotions, d'immédiateté, etc. Et en fait, de se dire, puisque j'utilise la première personne, c'est bon, check, j'ai fait tout ça, et de ne faire derrière aucun travail, en fait, sur la narration pour pouvoir, en fait, améliorer ces différents éléments. Et donc, on peut se retrouver avec une première personne qui, en réalité, se trouve être très distante, parce qu'en fait, on pense que juste le fait d'écrire à jeu, ça suffit pour être proche du personnage principal, pour être dans ses pensées, pour être dans ses émotions, alors que non, c'est juste un outil parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, on peut aussi très bien être très proche dans une troisième personne, interne, limitée, avec un point de vue très profond, etc., comme disent les Anglais. Bref, on peut aussi le faire en troisième personne. Bref, c'est pas de penser que juste utiliser la première personne suffit à faire ça. Je pense que c'est une erreur, alors qu'il faut continuer à travailler sur le reste, à comment caractériser la narration, comment écrire les choses vraiment dans l'angle et le point de vue. Comme tu dis aussi, du coup, de pas faire les erreurs, de pas dire ce que le personnage ne sait pas. En fait, il faut continuer à travailler sur le reste. Et donc, se dire que la première personne suffit, en fait, pour moi, c'est un peu une erreur qui fait que on va paradoxalement avoir un texte du coup distant, et c'est encore plus gênant un texte distant à la première personne, je trouve, qu'à la troisième personne. Tu vas dire que j'ai une obsession, mais justement, pour reprendre l'exemple des romans de Leigh Bardugo, sa première trilogie qu'elle a fait, Grisha, c'est la narration à la première personne du point de vue d'Alina, qui est son héroïne. Et après, elle a fait donc Six of Crows, King of Scark, ça, où là, elle est sur la narration troisième personne, point de vue interne. Et ben, je trouve les personnages de Six of Crows et King of Scark beaucoup plus caractérisés, alors qu'on est sur la troisième personne, beaucoup plus marquants, beaucoup plus... comment dire si marquant, c'est ça en fait, que Alina. Alors moi j'aime beaucoup Alina, ça va, j'ai rien à lui reprocher, mais en tant que narratrice elle est assez plate quand même. Ouais, et en fait ça me fait presque penser, du coup je pense un peu à Twilight, de Stephenie Meyer, du coup qui est parfois très critiquée justement. Les gens disent Bella elle est plate en fait, alors qu'on est à la première personne, mais je dirais que là, enfin, c'est quand même un best-seller. Moi, j'avais adoré quand j'étais ado, que je l'avais lu. Bon, ok, on peut critiquer Edward le stalker un peu gênant, mais moi, j'avais pas vu ça à 14 ans. Bref, mais ce qui est justement très bien fait quand même si Bella, oui, effectivement, elle a pas énormément de personnalité, mais certes, il y a pas une forte personnalité qui ressort, mais derrière. Le jeu est quand même travaillé d'une certaine manière qui fait qu'on est proche de la narration. En fait, ça permet un espèce de self-insert universel. On va être plongé dedans et le jeu devient véritablement nous, mais pas parce que juste elle a écrit en jeu, mais parce qu'elle a travaillé d'autres éléments. Alors, c'est pas la personnalité de Bella, comme tu vois dans Six of Crows, comme tu dis, où clairement Kaz, il est complètement différent de Inej, qui est complètement différent de Nina. Enfin, on sent très bien que ce sont des personnalités fortes, différentes. Et Bella, elle n'a pas une personnalité très forte, mais derrière, le jeu, il est quand même très émotionnel, il y a les détails vraiment spécifiques, on a ses émotions, on n'est pas du tout dans la tête des autres personnages, on ressent quand même son doute, un peu à la fois sa peur et sa fascination dans ce qui se passe, le fait qu'elle est timide, elle comprend pas forcément toujours la manière dont les gens interagissent avec elle. En fait, on comprend énormément de choses, même si elle n'a pas cette caractéristique. Donc, je pense qu'on peut quand même aussi décider sur quoi on joue. Et même si on veut faire un personnage self-insert et plus plat, ce qui, moi, je trouve un procédé narratif qui marche très bien dans certains romans, ça veut pas dire qu'il faut pas quand même aussi travailler un peu l'émotionnalité, En fait, finalement, la caractérisation, mais différemment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le fait qu'il y ait moins de caractérisation, c'est une caractérisation... Ouais, presque en elle-même. Mais ça veut dire que il faut travailler les choses différemment. Mais le jeu ne suffit pas en lui-même, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, sans être rabaissant par rapport au genre du young adulte, mais j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est plus caractéristique des romans young adulte,
parce que où la voix narrative du narrateur va être un peu plus effacée, justement pour permettre l'identification du lecteur qui va être plus jeune, en fait. Ouais. Et moi, de ceux que j'ai lus à l'époque, j'en lis un peu moins, un peu encore quand même pour le travail, parce que je suis prof doc, mais j'ai l'impression que c'est plus caractéristique de cette catégorie d'âge, sans dire un genre, parce que c'est plus une catégorie d'âge. C'est vrai que plus dans l'adulte, on va plus tenter des choses plus marquées pour le coup, qui vont avoir peur que ça désarçonne plus des lecteurs plus jeunes. Et à cet âge-là, on est dans un âge où on se découvre, on cherche à s'identifier avec des personnages. Je sais pas, c'est une réflexion comme ça, mais... Enfin, moi, je lis autant de l'adulte que du young adulte. C'est vrai que parfois, je lis du young adulte parce que on a envie vraiment d'être dans un roman qui va se lire rapidement, plus page-turner dans l'intrigue, être balancé dedans et le suivre. Et c'est vrai que des personnages self-insert, donc plus effacés en jeu, mais qui sont quand même proches où on est quand même proche de leurs émotions et de ce qui se passe. Et pour être proche des émotions, même s'ils sont pas fortement caractérisés, c'est aussi quand même quelque chose à devoir travailler. Et ben, du coup, ça marche super bien en young adulte parce que c'est un peu ce que tu recherches. Alors que quand je vais lire de la fantasy adulte, c'est peut-être, enfin, ça peut aussi marcher, mais comme tu dis, on va peut-être vouloir avoir des personnages qui sont plus ambigus, différents, originaux entre guillemets. Et ça, tu peux pas faire ça avec un narrateur effacé. Ou alors, tu joues avec un narrateur non fiable. Je lis pas du tout de romance, donc c'est une supposition à voir si toi tu connais. Et je me demande si en romance, il y a beaucoup de narration à la première personne, parce que je pense que ça serait un genre qui serait propice à ça, puisque c'est un genre qui est majoritairement un lectorat féminin. Le fait d'avoir une narration à la première personne pour essayer d'identifier la lectrice, je vais dire lectrice parce que c'est majoritairement féminin. Est-ce que, je sais pas si tu connais un peu tu lis de la romance, mais est-ce que en romance, je me demande, est-ce qu'il y a beaucoup de narration à la première personne? Et si oui, est-ce que c'est une narration qui est un peu plus effacée pour permettre l'identification, ce qui serait propice au genre, j'imagine, de la romance? Je sais pas du tout. Alors, j'ai très peu lu de romance contemporaine. J'avais un peu lu de romantaisie. De ce que j'ai pu voir, et puis en discutant avec d'autres autrices, c'est quand même en majorité première personne, soit du point de vue de l'héroïne, soit en double point de vue, donc première personne héroïne et ensuite première personne le love interest. Donc on a les deux aspects. Après, il y a aussi de la troisième personne, il me semble, hein. Mais je crois que la majorité, c'est première personne. Après, est-ce qu'elles sont effacées ou pas? J'essaie de me rappeler des romantaisies que j'ai lues. Après, enfin, je pense peut-être la romantaisie, c'est un peu biaisé dans le sens où quand même en fantasy, généralement... Enfin, elles sont pas forcément effacées, parce que là, je me fais une comparaison Poppy dans le sang et la cendre, du coup Violette dans Fourth Wing. Elles sont pas forcément effacées, mais c'est vrai qu'elles rentrent dans l'archétype des héroïnes de fantasy, qui est que oui, elle va être un petit peu plus snarky, elle va vouloir se défendre, etc. Mais oui, peut-être plus proche des héroïnes de young adult que de certains personnages très ambigus qu'on peut avoir dans certains romans d'adultes. On peut aussi avoir en young adulte, enfin, je dis pas, enfin, on fait des généralisations, bien sûr, mais il y a des exceptions partout, dans tous les genres et dans toutes les tranches d'âge. Bah écoute, c'est un appel à nos auditeurs, auditrices. Voilà. Si jamais vous êtes lecteur de romance ou si vous écrivez de la romance, je serais curieuse d'avoir votre point de vue. Ça va être intéressant. J'ai une autre erreur à éviter, moi. J'en ai noté une autre. C'est spécifique à l'imaginaire, pour le coup. C'est dans la présentation de l'univers. Quand on est dans un univers... Une erreur que tu n'as pas fait, toi, je trouve. Ah, j'avais peur, là. Parce qu'en fait, j'ai pensé à ça, parce que j'ai lu un roman où c'est de la fantaisie, mais genre costaud, quoi. T'as vraiment un univers qui est super bien construit. Avec toutes des mythologies, de la culture, les machins. Il y a, tu sais, comme il y a des extraits de journaux, de machins, tout ça. Vraiment, tu vois que l'auteuriste a fait un travail monstre dessus. Sauf que c'est un roman qui est une belle pavasse, qui est écrit à la première personne. Et moi, ça m'a interrogée, ce choix, parce qu'en fait, vu que c'est de la fantaisie, comme je te disais, un univers qui est très très dense, avec beaucoup d'éléments à découvrir, il y a toute une civilisation à digérer quand même pour le lecteur.
Moi, ça m'a interrogé ce choix de première personne parce que le lecteur, automatiquement, généralement, on découvre, moi je trouve quand c'est bien fait, entre guillemets, à mon humble avis, c'est qu'on va découvrir plus cet univers au fil de l'histoire, tu vois, qu'il n'y a pas d'info-dumping, comme disaient les anglophones. Au fil de l'histoire, avoir des éléments, c'est ce qui se passe en fait dans ton roman, on découvre le fonctionnement de l'univers au fur et à mesure. Et généralement, donc, la narration, elle introduit des éléments au fil de l'histoire, comme je disais, sauf que dans une narration à la première personne, même sans parler d'info-dumping, où on va faire tout un chapitre où on va expliquer l'univers, c'est bizarre en fait, parce que sans faire ça, c'est bizarre que le narrateur à la première personne, quand il est personnage, automatiquement, il vit dans ce monde-là, il connaît ce monde-là. Pourquoi il prendrait le temps d'expliquer ce monde qu'il connaît? Par exemple, moi, c'est tout con, mais genre dans la vie de tous les jours, moi, je vais pas m'expliquer comment fonctionne une voiture, tu vois. Enfin, c'est con comme exemple, mais en fait, pour reprendre l'exemple de ce roman que je vais pas citer parce que j'ai pas envie d'être négative, etc. Je te dirai après si tu veux. En fait, dans la maladresse que j'ai trouvée qui m'a sauté aux yeux, c'est que pour le coup, il y avait de l'info-dumping, mais dans les dialogues. Genre, par exemple, t'as les personnages, il y a ça aussi des fois dans les films, c'est que ça, les personnages qui disent des choses qu'ils savent déjà, mais parce qu'en fait, c'est pas dans un dialogue, c'est pas l'autre personnage qui va s'adresser, c'est au lecteur. Ah, je suis allée voir ma mère, donc ta tante, parce qu'elle est très fatiguée, tu sais, qu'elle s'est jamais remise de sa blessure à la jambe. Ouais, je vois complètement. Lors de la guerre qui a décimé notre pays il y a 7 ans, qui a tué mon frère. Ouais. Ok, le lecteur, il a compris tout ce qui s'est passé, qu'il y a eu une guerre, etc., qu'il a perdu son frère, ça. Mais ils savent ça déjà, pourquoi ils le rediraient tout. Moi, je trouve que ça casse un peu l'illusion de réalisme, parce que très clairement, les gens ne se diraient pas ça. Mais en fait, je me suis dit, parce que je lisais un livre récemment où, pareil, il y avait un peu ces dialogues comme ça, du coup, très irréalistes, pour donner de l'information. Je dis, pourquoi tu fais ça alors que tu peux très bien la mettre en narration? Et je pense que c'est des gens, d'ailleurs le livre que je lisais, c'était quelqu'un qui avait d'abord écrit pour le cinéma, et je pense que c'est peut-être soit des gens qui sont très cinéphiles et qui regardent beaucoup de cinéma, ou qui ont appris en lisant des livres qui expliquent le scénario, etc., ou bien qui viennent carrément du monde de cinéma, parce que dans le cinéma, t'es obligé de faire passer beaucoup d'informations par le dialogue, donc c'est vrai que après il y a tout le jeu de faire dire aux personnages des choses pour donner des informations au lecteur, mais des choses que quand même les personnages peuvent se dire, donc quand même il faut aussi faire des choses réalistes, mais il y a cette nécessité de passer par la voix pour donner des informations aux spectateurs. Tu peux aussi utiliser via le monde, enfin les décors, etc. Mais il y a quand même beaucoup plus cette nécessité de passer par la voix, alors que nous, on l'a pas du tout dans le roman. Mais si tu es habitué à... En fait, si ton imaginaire te vient principalement des films, en fait, il y a peut-être cette tendance à reproduire ça, consciemment ou pas consciemment, en se disant il faut que ça passe par le dialogue. Alors que nous, on est dans un roman, et même si à la première personne, comme tu dis, il y a le problème de si la personne, elle connaît déjà le monde, elle va pas écrire dans la narration un infodump en disant voilà comment une voiture fonctionne, donc ces véhicules qui utilisent du gasoil ou parfois même de l'électricité pour pouvoir avancer. Enfin, on va pas écrire comme ça, mais on peut quand même donner des informations dans la narration. Enfin, et surtout si tu utilises un peu la technique du poisson hors de l'eau, des narrateurs qui ne sont pas habitués au setting, soit parce qu'ils sont jeunes, soit parce qu'ils débarquent d'un autre endroit, parce qu'ils connaissent pas, enfin, il y a différentes techniques, du coup, ils sont obligés d'apprendre en même temps que le lecteur, c'est pratique, mais on peut quand même mettre des informations. Et je me demande justement si c'est pas ce clash un petit peu entre la culture cinématographique et le passage aux médias écrits qui a des règles différentes, et si on fait pas gaffe, en fait, on va calquer un fonctionnement qui ne fonctionne pas du tout à l'écrit, parce que on n'a pas besoin des dialogues pour faire passer des informations aux personnages, et il y a la narration en fait qui fait la majorité. Ouais, j'avais noté ça, ou alors sans rentrer dans cette phrase cliché du personnage qui va dire à Rose qui c'est déjà le narrateur va être à tel endroit, il va avoir par exemple une bataille qui va se passer à un autre endroit, les personnages vont revenir et vont lui expliquer ce qui s'est passé, ça ok, c'est normal, mais je trouvais qu'il y avait une façon d'expliquer les choses au narrateur très scolaire, entre guillemets, en mode on comprend, ça faisait presque artificiel, en mode encore une fois on comprend que c'est pas au narrateur que le personnage s'adresse, c'est au lecteur qui est derrière.
Donc C'est ça genre, t'as casse. bien compris, c'est ça. Mais en même temps, c'est très difficile hein, à Ouais, faire, de je faire trouve. naturellement. C'est un questionnement presque que j'ouvre là, parce que, ouais, comment introduire un monde aussi complexe, un travail monstre, encore une fois, à travers une narration à la première personne. Pour rebondir sur ce que t'as dit sur le poisson hors de l'eau, j'avais noté aussi ça, parce que j'avais noté un peu des solutions, entre guillemets. Ouais, de ce... J'avais noté soit le personnage amnésique, Ouais, donc il connaît pas, enfin plus le monde, et donc il doit tout redécouvrir. Ça peut être aussi donc le personnage qui bascule dans un autre monde. En fantasy, on a beaucoup ça aussi. ouais. Et Un c'est autre pareil. monde ou un monde caché, comme par exemple Harry Potter pour le Ouais, premier tome, c'est ça, il découvre un monde qu'il connaît pas du tout, donc on le découvre avec lui. Donc en fait, là, le narrateur personnage devient un peu une toile blanche, tu ouais, vois, et comme le lecteur, et du coup, on va découvrir tout ça ensemble. Et ouais, sans ça, ça peut être une solution. ouais. Mais par exemple, toi dans ton roman, Val, elle a interagi, elle est dans ce monde, etc. Et je trouve, alors je ne saurais pas expliquer comment, je sais pas si toi tu saurais expliquer comment, mais tu as introduit vraiment de façon tout naturelle, on comprend très facilement comment ça fonctionne en fait. Ouais. J'avais beaucoup aimé, ouais. Je pense qu'il y a aussi la facilité, c'est qu'il y a en partie, il y a des choses qu'elle ne connaît pas, parce que justement, elle est jeune. Elle vient d'un petit îlot à l'extrémité. Donc, elle a un aspect poisson hors de l'eau sur certains éléments qui permettent quand même de donner de l'explication au lecteur, et qui fait que du coup, sur les autres, où elle connaît l'univers, bah, en fait, comme on a certaines explications, le reste, on le devine. Enfin, je pense que peut-être que ça rentre un peu dans l'idée, il faut faire confiance au lecteur et se Mm. dire, bah, on va balancer des choses, on n'explique pas, mais au bout d'un moment, le lecteur va comprendre. Et je pense que, bah, d'ailleurs, enfin, moi, j'ai noté un petit peu tout mon système administratif et politique entre les îlots, les îles, etc. Et je pense que c'est pas 100% clair quand on le lit, parce que c'est vrai que je me pose jamais en disant alors la définition de tel terme, voilà comment c'est organisé, etc. Parce que ça a pas d'intérêt dans l'intrigue et dans le plot. Et puis de toute façon, oui c'est ça, elle le sait déjà, Vaël. Donc ça serait super artificiel qu'à un moment j'ai un paragraphe qui explique l'organisation géopolitique de l'archipel, parce que enfin il y a aucune raison qu'elle le fasse. Mais je pense qu'on comprend. En fait, pour moi, il faut faire la différence. Qu'est-ce qui est important pour l'intrigue, pour comprendre vraiment les éléments de l'intrigue, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, les éléments qui sont importants pour l'intrigue et pour qu'on comprenne ce qui se passe, ça, il faut que ça soit expliqué d'une manière ou d'une autre pour moi. Quitte à, et pour moi, c'est possible de certains moments de, ok, normalement le personnage est au courant de ça, mais c'est ultra important que les gens sachent tel élément. Tant pis, je vais faire un info dump un peu artificiel, mais je préfère faire 2 lignes d'infos artificielles une fois de temps en temps, mais que le reste soit clair. Et si tu le fais de manière très anecdotique, je pense que ça gêne pas. Je crois que Mm. j'ai un moment, moi, dans mon premier chapitre, où moi je pense que c'est un info dump. Mais parce qu'en fait, en bêta lecture, à chaque fois, mon premier chapitre, les gens disaient je comprends pas ça. Du coup, je dis bon, tant pis, ces premiers chapitres-là, il faut vraiment que les gens comprennent ça. Je n'ai pas trop d'autres solutions de le faire. Je vais l'écrire et j'ai un paragraphe où j'explique un truc sur la magie. Voilà. Mais donc je pense qu'on peut le faire de manière parce que c'est plus important d'être clair que réaliste quand c'est des choses qui sont importantes pour le plot. Mais quand c'est pas important pour comprendre ce qui se passe, là je pense qu'il faut faire confiance au lecteur et on va juste le mentionner. Et bah, les gens le devinent, et c'est un peu ce qu'on disait sur les narrateurs non fiables, les biais, etc. Et là, le lecteur va reconstruire lui-même un petit peu ce qui se passe, et va devoir faire un petit peu le travail lui-même, ou n'est pas obligé de le faire. Et ça me fait penser là au livre que je suis en train de lire, mais du coup c'est un auteur anglais, et c'est un univers très complexe comme ça. Bon là pour le coup c'est la troisième personne, mais c'est une troisième personne c'est un point de vue très interne, donc qui est assez proche de la première personne sur certains points. Et donc il y a zéro info dump et énormément de vocabulaire précis du monde, c'est-à-dire même les lords, ils s'appellent pas des lords, ils s'appellent des léoriques par exemple. Et au début je comprenais pas pourquoi enfin Oui. c'est le même personnage, c'est pas le même... Ah non, en fait c'est un espèce de suffixe. Et en fait rien n'est expliqué et tout est balancé comme ça. Donc c'est vrai qu'au début, bah il y a plein de choses que tu comprends pas. Et c'est pour ça que c'est des livres de fantasy adultes qui sont très clairement adressés aux gens qui ont l'habitude de lire la fantasy. Mais pour moi, il faut faire confiance. Et bah ouais, c'est pas expliqué. Et il y a très clairement des choses à la fin du livre que j'aurais toujours pas compris quoi et quoi, mais c'est pas grave. Et moi j'aime beaucoup parce que je trouve, enfin je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas justement parce que du coup ça peut être, enfin il y a des choses qu'on comprend pas très clairement, mais moi j'aime bien parce que je trouve que ça augmente
l'impression d'être balancé dans un autre monde. Parce que si on était balancé dans un autre monde, eh ben, il y a plein de choses qu'on comprendrait pas. De la manière que, bah, c'est ça, quand on s'expatrie, enfin, quand je suis partie en Norvège, ben, il y a plein de choses que je comprenais pas, tu vois. Et c'est ça, et en fait, je trouve que ça augmente encore plus l'illusion de réalisme. Bah, je suis vraiment dans un autre monde. Et les gens, ils utilisent les termes du monde, ils décrivent le monde bah, comme ils le décriraient parce que c'est leurs termes, c'est leurs choses. Et moi, je comprends pas et je vais comprendre au fur et à mesure et je vais découvrir et certains mystères vont se lever et d'autres non. Et c'est comme ça. Enfin, voilà. Ouais. Je vais peut-être un peu dériver, mais c'est un peu mon approche. Non, faut accepter de se faire dépayser, quoi. Ouais. Mais encore une fois, il y a certains lecteurs qui ça déconcerte. Ouais, je peux comprendre ça. J'ai du mal encore parfois à trouver un juste milieu entre ça. Ouais. J'ai parfois tendance à avoir trop expliqué et pas faire confiance à son lecteur. C'est sur les points les plus importants, en fait. Je veux dire, je vais insister trop dessus parce que j'ai envie que le lecteur comprenne que c'est ça, tu vois. Ouais. Et sur d'autres, des fois, j'insiste pas assez. Et c'est là, merci mes bêta-lectrices qui vont me dire et je n'ai pas compris ça. Et du coup, ils vont me dire, ou alors elle pose une question sur un point, et moi je suis en mode, mais c'est ça, c'est logique. Et après, je prends recul, mais Nina, elle est pas bête, ta bêta-lectrice. Si elle a pas compris, si elle posait la question, c'est qu'elle sera pas la seule à la poser. Ouais. C'est clair pour toi parce que le roman, tu l'as construit, il est en toi depuis des mois, des années. Mais pour une personne qui connaît pas, voilà. Et ouais, du coup, des fois, j'insiste trop sur certaines, et parce qu'il me semble important, et d'autres choses non pas assez. Et ça, c'est dans la construction globale, c'est même pas que la narration, c'est la première personne, c'est globalement construction d'univers ou de l'intrigue, c'est un de mes défauts. Ouais. Non, mais je trouve que c'est un équilibre difficile à trouver. Qu'est-ce qui mérite d'être expliqué parce que c'est important pour comprendre le roman, et même parfois, peut-être certains éléments, bah, c'est pas clair, c'est pas grave, parce que finalement, c'est pas utile de savoir ça. C'est pas utile d'avoir plus d'informations là-dessus. Et mais je comprends. Moi, je sais que parfois en bêta lecture, il y avait un certain élément de l'univers dont les gens voulaient en savoir plus. Et c'est vrai que je l'explique jamais, j'en parle jamais parce que pour moi, ça a pas d'impact sur l'intrigue, sur l'héroïne. C'est juste vraiment dans l'arrière-plan quelque chose qui a caractérisé un peu le monde. Et du coup, même si c'était un commentaire qui revenait, bah, j'ai décidé de pas rajouter plus d'informations parce que pour moi, c'est pas nécessaire. Et tant pis en fait. Et ça fait partie des éléments où on peut se dire on pourrait découvrir plus, ça reste un mystère, etc. Mais c'est pas grave pour l'intrigue. Donc je pense que c'est difficile à trouver l'équilibre de qu'est-ce que il faut expliquer. Peut-être comme tu dis, on explique trop et on prend les lecteurs, on pense qu'ils vont pas comprendre alors que s'ils auraient compris. Et en même temps, là on l'a pas assez expliqué, mais est-ce qu'il faut plus l'expliquer ou pas? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Bon, je pense qu'on passe toute notre vie à essayer de répondre à cette question. Moi j'avais noté comme dernier point la question des descriptions. La description quand c'est le narrateur et le personnage, la description du personnage. En fait, alors moi je pensais automatiquement au fameux cliché du miroir, ce qui est un peu devenu le cliché du cliché, je trouve même. La fameuse description du miroir, que tu sais, quand les conseils, les trucs à éviter, ne décrivez pas le personnage qui se regarde dans le miroir et qui se décrit. Alors, on dit que c'est pas, moi, on m'a dit, ça se fait pas, c'est pas réaliste. Alors, en soi, bah, si, enfin, moi, je me regarde le matin dans le miroir quand je me maquille, tu vois. Ça peut m'arriver, tu vois. Mais c'est vrai que la façon dont c'est fait, ça peut être artificiel. Et du coup, on se pose la question, comment décrire physiquement un personnage alors que t'es dans sa tête? Alors que oui, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je vais pas dire, bon, voilà, j'ai les yeux noisettes, j'ai les cheveux, des mèches blondes. Là, je dis pas ça. Dans ma pensée, ma petite voix. Donc voilà, je m'étais posé la question. Soit, moi personnellement, soit je le fais des fois par la description que vont avoir les autres du personnage. Par exemple, ou dans Miranda, ou d'un moment, Daisy, elle dit qu'elle a vu, quand elle commence à apercevoir le fantôme, elle dit qu'elle a aperçu une jeune fille rousse. Bon, bah, Miranda, elle est rousse. Automatiquement, ça peut être aussi par bribes, par exemple, elle a des taches de rousseur, ou tu vois, on a de ce qu'on dit, des fois ça peut être des bribes, un détail, le lecteur va faire le lien, va interpréter, va rattracher et tout, ou alors tout simplement laisser l'imagination du lecteur faire le reste, lui faire confiance comme tu disais. Et de plus en plus, là je suis en train d'écrire une nouvelle où c'est une narration à la première personne, la narratrice elle est pas décrite quoi, elle est même pas nommée pour de toute façon, donc, à la Rebecca. Et voilà. Et bon aussi parce que le format s'y prête, c'est une nouvelle, donc mais voilà, et je sais même pas à quoi elle ressemble, je me suis pas posé la question. Donc des fois, est-ce que c'est
si important que ça que Mm. le personnage soit décrit ou pas. Ouais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et C'est une voilà. question ouverte. Ça me rappelle, j'avais lu un roman où, pareil, en fait, aucun personnage n'est décrit, mais Mm. absolument aucune description. On a juste leur genre et c'est tout. Et donc, on ne sait pas leur taille, on ne sait pas leur couleur de cheveux, de yeux, de peau, etc. On n'a vraiment aucune information. Et c'est marrant parce que je m'en étais pas rendu compte au début. C'est juste au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, et je trouve que c'est moi j'aime bien justement cette approche. D'ailleurs, j'ai tendance à très peu décrire mes personnages, et du coup, c'est embêtant avec dire ah mince, ok, je vais essayer de rajouter un peu de description. J'ai tendance à pas trop le faire, j'essaie de me forcer. Et je trouve ça vrai. Enfin, moi j'aime bien justement ces approches de pas du tout décrire. Après, il y a le problème de pas du tout décrire. Il y a tous les soucis de diversité. C'est si on ne décrit pas du tout les personnages, les gens ont plus automatiquement Penser que vont ils sont imaginer. blancs. Voilà, Ouais. c'est ça. Par exemple, Ouais. des hommes quand on ne sait pas quel est le genre, ou bien ça, Ouais. des personnages qui sont plutôt blancs, etc. Donc Mm. après, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre de, surtout si on a des personnages justement qui sont pas comme ça, de pouvoir quand même décrire un minimum. Mais c'est vrai, après, t'as l'aspect compliqué de décrire à la première personne parce que pour pas rentrer dans le cliché du miroir. Et en fait, un peu ce que tu disais avant, c'est une information que le personnage connaît déjà forcément. Donc pourquoi le personnage parlerait de sa description physique? Mm. Après, peut-être parce que je pense que c'est important pour certaines personnes d'avoir les descriptions des personnages. Donc selon notre cible, c'est vrai qu'on peut se permettre plus de choses. Par exemple, dans une nouvelle. Enfin bon, là, c'était un roman que j'avais lu où il y avait vraiment aucune description de personnage. Mais je pense qu'on peut trouver des moyens quand même de décrire, comme tu disais, via un personnage secondaire, Daisy commente les cheveux roux du personnage. Ou bien peut-être que l'héroïne ou le héros se compare à d'autres personnages, dans un contexte où c'est normal qu'ils se comparent parce que il y a quelque chose de culturel là-dedans, ou bien quelqu'un lui fait une remarque, ou bien justement ça pose un problème quelconque, ou bien pour se faire passer pour quelqu'un, ou bien parce qu'il veut être discret dans un endroit où il faut être discret. Est-ce qu'il ressemble aux gens autour de lui ou pas du tout, ou justement des cheveux roux flamboyants qui sont pas du tout comme tout le monde est brun autour, etc. Donc je pense qu'il y a des techniques pour pouvoir passer outre. Par exemple, dans ton roman, Vaël, on parle de ses cheveux, parce qu'au bout d'un moment, elle va les couper pour passer Ouais, inaperçue. Donc là, ça justifie, en fait, d'en parler, dans ouais. l'histoire, d'en parler, le fait qu'elle avait les longs cheveux noirs, et après, elle va les couper plus courts. Et Ouais, ça va, même, ça a son importance dans l'intrigue, parce qu'au bout d'un moment, il y a un personnage qui lui fait remarquer, pourquoi t'as ouais. les cheveux courts, c'est pas la mode, c'est bizarre. Du coup, Euh, ça va rejouer son importance plus tard. J'avais bien ouais, aimé cet ouais. effet. Ouais, peut-être qu'il faut utiliser. Je sais plus qui disait que chaque phrase doit pouvoir faire au moins approfondir quelque chose dans l'univers, caractériser un personnage, faire avancer l'intrigue, etc. Et on peut se dire même c'est mieux si tes phrases font plusieurs de ces choses en même temps, et de se dire il faudrait que ce soit à la fois quelque chose qui effectivement serve pour décrire le personnage enfin, et en même temps peut-être soit lié à l'intrigue ou bien soit lié au monde, parle du world building, permettre de présenter plus sur la culture, ou bien pouvoir utiliser ces phrases de description à faire aussi autre chose, et comme ça en même temps ça les rend peut-être plus naturels et moins artificiels. Oui. Ah je trouve que c'est une bonne solution que tu nous proposes là. Voilà, est-ce que les gens seront d'accord? Oui, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à commenter, partager aussi votre point de vue sur la question. On est là, nous aussi, on apprend. Donner des On apprend. techniques aussi. J'en ai fini avec mes erreurs, entre guillemets, ça reste quand même, voilà. Mes erreurs, entre guillemets, à éviter. Hein. Je te propose qu'on passe à la seconde partie de l'épisode, où on va parler cette fois de nos lectures. Je t'avais proposé de sélectionner quelques romans, donc avec un narrateur à la première personne, qui t'avait marqué, positivement ou négativement, si tu veux, et nous expliquer pourquoi tu avais choisi de parler de ces narrateurs. Je sais pas si je vais utiliser la même sélection que je t'avais envoyée, mais il y en a plusieurs pas mal qui m'ont marqué. Alors un que je trouve très intéressant, c'est la 5e saison de N.K. Jemisin. Je le trouve vraiment très intéressant parce qu'en fait il y a 3 points de vue, à la première personne, à la deuxième personne et à la troisième personne. Et alors,
il y a un autre point qui est super intéressant du fait qu'il y ait ces 3 points de vue, mais que je vais pas pouvoir dire parce que c'est un spoil. Mais en fait, c'est très cool parce que du coup, tu vois vraiment les 3 types de points de vue. En plus, notamment la deuxième personne qui est quand même très rarement utilisée et les effets différents que ça a sur la lecture. Donc, en plus, je trouve que c'est vraiment intéressant. Elle a choisi la première personne. Elle l'a utilisé pour le point de vue qui est le plus presque un petit peu euh, très porté sur son individualité. C'est une personne qui est ambitieuse, qui va faire ce qu'on lui dit de faire, et donc peut-être plus qui intellectualise beaucoup plus que les autres personnages. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir pris la première personne pour ce personnage-là. Et on a à côté la deuxième personne qui est quand même, enfin c'est assez compliqué à utiliser parce que ça va être étrange, ça désarçonne pas mal les gens. Et c'est à la fois très proche parce qu'on te dit tu carrément, donc là on individualise le lecteur. Et en même temps distant, parce que tu lis ça et tu dis, mais ce n'est pas moi. Le tu, il est adressé à un personnage dans l'histoire, donc c'est très confus. Et elle a utilisé ça pour le point de vue qui est le plus, qui est dans l'émotion et entièrement traumatisé, parce que c'est un personnage, et il est arrivé horriblement des choses atroces, quelque chose d'horrible au tout début du roman, et ensuite qui est en process de tous ces traumas passés et présents qui ressortent tout. Et donc, elle rajoute une espèce de... La première personne, en fait, pour moi, ça me fait penser que là, la première personne, pour ce point de vue-là, ça aurait été trop. C'est pas possible d'utiliser la troisième personne pour un personnage qui est aussi traumatisé, à qui il est arrivé des choses aussi atroces. Donc, en fait, le tu permet une distance qui, paradoxalement, met encore plus en avant, justement, ces traumas et les process. Et je trouvais ça très intéressant de voir la différence, en fait, entre les deux. Et ça met encore plus en relief pourquoi choisir la première personne, dans quel cadre. Et et ensuite il y a aussi un passage à la troisième personne, un autre point de vue à la troisième personne. En tout cas, je recommande vraiment vachement le roman pour les questions de point de vue et de choix première personne, troisième personne, pour pouvoir le lire. Je recommande d'ailleurs plus de le lire en anglais si vous pouvez lire en anglais, parce que la deuxième personne a été traduite en vous en français. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ce choix de traduction, parce que pour moi, il aurait fallu prendre le tu pour plein de raisons différentes et aussi de la personne. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que les anglophones, ils ont pas la distinction que le tu et le vous de politesse. Ouais, c'est ça. Et donc là, ils ont choisi le vous de politesse, mais pour moi, en plus, ça n'a pas de sens du fait de qui, qu'on découvre à la fin de la trilogie, parle justement à l'héroïne en tu. Enfin bref, pour moi, il fallait vraiment... Enfin, mais bref, après, c'est un choix... un choix artistique qui, j'imagine, a été fait en connaissance de cause. Mais donc voilà, celui-là, moi, il m'a pas mal marqué. Je le trouve vraiment très intéressant. Écoute, juste pour rebondir sur... parce que j'ai jamais lu de narration à la deuxième personne encore. Ouais. Et je sais qu'il y a un roman que j'aimerais bien découvrir, c'est La modification de Butor, Michel Butor, je crois. Ouais. C'est tout un roman qui est écrit deuxième personne. Je crois que c'est vous, mais c'est deuxième personne. Et voilà, tout le roman est narré comme ça. Ouais. Et j'aimerais bien juste pour... ça a l'air déstabilisant, juste pour... voir ce que ça fait de lire cette... J'aimerais bien tenter. Je connaissais pas ce roman, du coup. Alors, moi, je voulais parler d'un roman que j'ai fini il y a 2 jours, donc j'ai rajouté au dernier moment. C'est La Terre qui penche de Carole Martinez. En fait, c'est, pour faire rapidement l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille blanche, petite fille noble, ça se passe les années 1300 et quelques, donc fin du Moyen-Âge. Qui en fait on comprend dès le début qu'elle est morte à 12 ans, blanche, et en fait elle raconte l'histoire depuis sa tombe, une histoire de fantôme, ça du fantastique historique, c'est magnifique. Et en fait la particularité de ça, c'est que c'est un dialogue, tout le roman est un dialogue entre 2 narratrices qui représentent le même personnage. En fait, d'un côté t'as les chapitres du point de vue de la petite fille, de Blanche, donc elle qui va vivre son histoire donc, avec un jeu au présent. Donc on suit l'histoire jusqu'au présent jusqu'au moment où on comprend qu'elle va finir par passer de vie à trépas. Ouais. Et donc elle vit vraiment dans l'instant. Et de l'autre côté, ça alterne avec des chapitres qui sont narrés du côté, donc ça s'appelle la vieille âme. Les chapitres s'appellent La vieille âme, où là on va être ce fantôme qui va plutôt parler au passé, qui va peut-être utiliser plutôt un nous, qui va englober à la fois la petite fille qu'elle était et la vieille âme qu'elle est devenue. Et du coup, ça permet en fait, ça permet un recul, puisque cette vieille âme, elle connaît la suite des événements, ce qui a mené jusqu'à l'événement, jusqu'à la mort, mais ce qui va se passer après aussi.
puisque en tant que fantôme, elle a conscience du temps qui a passé à côté, des siècles qui ont suivi, etc. Et je trouve que c'était intéressant, en fait, ce dialogue où, en fait, les deux... il y a un chapitre du point de vue de la petite fille, et le chapitre suivant, c'est avec la vieille âme qui va revenir sur ce que la petite fille a raconté, avec un recul dû grâce à la maturité, l'âge, etc. Mais... Puis elle dit, mais toi, avec ton point de vue de petite fille, en gros, tu ressentais les choses tout à fond, quoi. C'est à l'aube de l'adolescence, les premiers mois amoureux, la peur, la haine, etc., la jalousie, elle ressent tout à fond, la petite fille. Et je trouve ça intéressant, en fait. C'est un peu comme quand on repense à ce qu'on était quand on était gamin et ce qu'on faisait et avec un point de vue d'adulte maintenant. Pourquoi j'ai fait ça? Non. Et elle fait tout ça avec toute une mélancolie, toute une poésie. Là, c'est magnifique la façon dont elle écrit. Et ouais, c'est la première fois que je voyais ça, deux narrateurs pour le même narrateur, entre guillemets, pour le même personnage, et deux narrations différentes, qui sont en fait la même personne et qui se complètent. Non, mais oui, ça donne envie de le lire, en tout cas, je pense que c'est super intéressant. Alors, il y en a un autre, bon, là, c'est uniquement en anglais, mais qui m'avait beaucoup fascinée. C'est une web-série, ça s'appelle Worm, de Wild Bow. Je vais mal le prononcer. Je le mettrai en... Voilà, tu le mettras en description. Après, donc c'est une histoire un petit peu, en fait, de super-héros, mais très sombre, très moraligrée. Donc l'héroïne a un super pouvoir, en fait, elle contrôle les insectes. Elle voudrait être une super-héroïne, mais elle se fait un peu refouler et du coup, quelqu'un lui dit, bah, infiltre un groupe de super-vilains et en tant qu'espionne. Et donc c'est ce qu'elle fait, puis après on se rend compte que les choses sont pas du tout noires et blanches, et donc on la suit évoluer, et puis les enjeux ne font qu'augmenter, etc. machin. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, on est à la première personne, et moi j'étais à fond derrière elle, tout du long, vraiment. Et en fait, on se rend compte finalement à la fin que c'est un personnage qui dérape un petit peu. Et moi, je l'avais pas vu. Moi, j'étais à fond derrière elle du début à la fin. Et c'était une fois, du coup, l'auteur était un peu actif sur Reddit, parce que c'est une fiction qui a été très populaire sur Internet. Et un jour, quelqu'un faisait un commentaire sur le personnage en disant « Ah, si seulement elle avait été à la tête de l'organisation des gentils, tous ces problèmes n'auraient pas arrivé, tout se serait bien passé, etc. » Et l'auteur avait commenté en disant « Là, là, pas du tout. Elle est absolument fixée sur ses objectifs. Elle ne prend aucun compromis. Sa décision ou aucune décision. » Il listait tous les éléments qui sont vrais, qui faisaient d'elle en fait totalement un dictateur. Et je disais « Mais c'est vrai ?» Et j'ai rien vu. Et je trouvais que c'était un usage de la première personne qui m'avait fascinée parce que j'étais tellement dans le personnage principal et derrière elle que j'avais pas du tout vu ces aspects plus sombres en fait de la personnalité parce que j'étais totalement de son côté en fait et de son point de vue biaisé. Et moi ça m'avait vraiment beaucoup marqué de voir ça et d'avoir cette espèce de réalisation de ma manière d'avoir vécu la narration en fait, était biaisé en fait de la même manière que le personnage principal. Et moi ça m'avait vraiment beaucoup marqué et j'avais adoré cette espèce de prise de conscience. Et ça m'avait aussi pas mal inspiré après pour écrire moi-même une version anti-héroïne. Ouais, c'est ce que je dis, ça me fait penser à Vaël, tout ça. Ouais. Après c'est quand même un petit peu plus évident que Vaël a un problème. Alors que là en plus c'est une fiction qui est très très longue, donc ça prend quand même beaucoup de temps. Je me pardonne de m'être fait avoir. Bon, en tout cas, c'est intéressant. J'ai jeté un coup d'œil. Je connaissais pas du tout, donc j'ai voir tout ça. J'ai perdu littéralement un mois entier de ma vie où je ne faisais que ça. À l'époque, j'étais en alternance. En cours, je lisais. Au travail, je lisais. Je lisais le soir jusqu'à 2h du matin. C'était incroyable. Ah ouais, quand ça devient une addiction, quoi. Mais oui, mais tellement. Je recommande à tout le monde de le lire. Alors, je vais partir sur un autre narrateur, mais complètement différent. Puisque là, je vais parler du Thé pour les fantômes de Chris Lukiewicz. Je sais pas si tu l'as lu. J'ai commencé l'audio, donc je vois le début. Ouais. Mais et je sais pas que tu me l'as dit tout à l'heure en plus. Du coup, pourquoi j'ai choisi? Parce que là, le narrateur première personne est un personnage sans vraiment en être un. Dans le sens, c'est même plus un personnage secondaire, c'est plus un personnage tertiaire, tu vois, même vraiment un personnage très mineur au roman, puisqu'en fait, il apparaît, mais il va pas avoir d'actions qui vont impacter l'histoire, pas du tout, parce qu'en fait, lui, il va se placer en position de conteur, vraiment, mais vraiment au sens propre, puisque on peut dire le narrateur, automatiquement, c'est le conteur, parce qu'il raconte l'histoire, mais là, c'est vraiment... celui qui va s'effacer derrière l'histoire, ça commence en fait, le roman commence dans un salon de thé de Nice, il pleut dehors, on est là, et en fait, toi le lecteur, faut t'imaginer, t'es assis à la table de ce personnage-là, et c'est lui qui va te raconter l'histoire.
Donc voilà, du coup, le personnage agit comme conteur au sein même de l'histoire, quoi. Je sais pas si c'est clair. Si, ouais, mais il incarne littéralement la narration, en fait. C'est ça, voilà. Et ce que j'aime beaucoup avec ce narrateur, dans la façon dont l'autrice l'a écrit, j'ai dit qu'il s'effaçait dans l'histoire, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il reste quand même présent dans sa narration. Et moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont il était présent. Ça va être dans sa façon de parler, ses tournures de phrases, les expressions qu'il utilise, les comparaisons qu'il va faire, des petits commentaires ici et là, puis le recul qu'il peut quelquefois apporter, parce que lui, il raconte une histoire qu'il connaît, en fait, il travaille pour les archives, etc. Il a dû faire une enquête pour pourquoi le village où sont nées les héroïnes, tout le monde a disparu. Voilà, il va enquêter, et il explique en fait tout ce qu'il a découvert dans son enquête. Moi j'aime beaucoup comme en fait le narrateur, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, même s'il n'est pas présent vraiment en tant que personnage, il participe quand même à la voix narrative automatiquement, mais aussi même à l'identité même de l'œuvre. Je trouve que ça joue, donc c'est lié à la plume de Chris Wukasiewicz, l'univers, etc., l'ambiance, tout ça est fait dans la façon dont ce narrateur-là compte l'histoire. Et rien que le fait que la conversation commence où il nous parle, il dit, faut pas croire tout ce que vous voyez, etc. Il raconte ça, tu vois. Il interpelle directement le lecteur et on est là dans ce petit salon de thé avec la pluie qui tombe tout de suite et vraiment dans l'ambiance qui se suit tout le roman, en fait. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que voilà, il y a pas non plus trop de choses à détailler, mais ce fait-là, ça m'a marqué, en fait. Je trouve que c'est genre de narrateur effacé, qui est un personnage sans trop vraiment être un, parce que c'est même pas un personnage secondaire, on n'est même pas dans du Watson ou du François Sorel, etc. Là, non. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé, en fait, Ouais, la façon cette qu'elle approche joue un peu dessus. différente de la première personne, ouais. Parce qu'en fait, à certains moments, on oublie presque que c'est de la première personne. Puisqu'il dit pas souvent je, en fait, à part les contacts qu'il va faire, parce que sinon il parle de Félicité, Egonia, etc., les deux sœurs, etc. Donc c'est elles qui sont toujours là, leur mère, etc. Mais des fois on oublie presque, oui, ça s'efface dans le sens où la narration à la première personne s'efface presque, mais de base c'en est une. Ouais, en fait c'est un peu ce mélange dont on parlait de première personne et omniscient, parce que du coup, comme c'est le conteur, bah, forcément, les deux héroïnes, il les connaît intimement et il peut dire... C'est un peu cette entité dont tu parlais, ouais. Donc comme ta future université dans ta Dark Academia, que j'ai hâte de lire. J'espère, on verra si j'y arrive, parce que moi je suis la reine d'avoir des idées, puis après quand il faut les concrétiser, c'est dur. Allez, go. J'avais pensé un peu aux romans qui sont plus épistolaires. Je me souviens que du coup les liaisons d'Anjou, ça m'avait pas mal marqué, parce que du coup tu joues vraiment avec les... Donc à la fois c'est à la première personne que ce sont des lettres qui sont écrites, parfois qui décrivent des événements, avec les auteurs des lettres qui sont tous différents, mais qui vont... Bah forcément, ils ont un destinataire, donc ça joue beaucoup avec l'idée de destinataire et à qui on écrit, est-ce que les événements sont toujours réels, qu'est-ce qui est caché, pas caché. Donc je trouve que c'est des romans vachement intéressants. J'avais pensé aussi à un roman que j'adore, c'est Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, et aussi finalement c'est une lettre, mon cher Marc, à Marc Aurèle. Donc il y a pareil un peu cette idée de... Bah, c'est un récit de sa vie, donc on a la première personne qui est forcément biaisée, en plus un récit faussement autobiographique, mais qui a aussi un destinataire. Donc j'aime bien ces romans comme ça, la première personne, où il y a ce recul qui est fait, qui joue un petit peu avec le médium et le destinataire. C'est vrai qu'on fait pas forcément toujours... auquel on pense pas forcément toujours. Il y a ça dans Jane Eyre, ça s'efface un peu, puis au bout d'un moment, elle dit « Lecteur, je l'ai épousé ». Et j'adore cette phrase. Oui, en fait, oui, elle a conscience qu'on lit son histoire. Ouais, c'est ça, tu joues un petit peu qui te lit, à quel moment... Et sans forcément ces jeux aussi, je pensais je crois que c'est un éclat de givre de Estelle Faye, donc pareil, qui crée la première personne. Et là où t'es vraiment complètement dans le personnage principal, mais qui a aussi une personnalité quand même assez forte. Oui. Et du coup, j'ai beaucoup aimé sa manière, après elle écrit super bien, mais sa manière de gérer la première personne, je trouve qu'il est très marquant à ce sujet-là, ce roman. Ça va dire, ça tombe bien, je vais pouvoir rebondir sur ce fameux l'interpeller le lecteur, etc. avec La Cité diaphane d'Anouk Faure. Je sais pas si tu l'as lu. Je l'ai acheté, il est sur ma pile à lire, mais je ne l'ai pas encore lu. Alors moi j'ai beaucoup aimé, je te le conseille. Par contre, je sais pas comment je vais me dépatouiller, parce que c'est le genre de roman que c'est difficile d'en parler, parce que... Sinon ça spoil. Ouais, et c'est aussi ce genre de roman où c'est presque mieux de découvrir sans trop savoir. Tu vois, c'était le cas pour moi.
Mais faut quand même que j'explique un peu. Du coup, en fait, le narrateur, c'est un archiviste qui vient visiter les ruines de Roche-Étoile. Donc, Roche-Étoile, c'est la fameuse cité diaphane du titre. C'est une ville qui a été dévastée autrefois par une terrible maladie, voilà. Et lui, il vient là pour trouver la cause de cette maladie, de comprendre pourquoi la cité a chuté. Et donc, le postulat de base, en fait, c'est que c'est pas vraiment son histoire. Il est là, juste lui, pour découvrir l'histoire de la ville et de ses habitants disparus. Mais... il y a bien plus que ça. En fait, donc Anouk Faure, elle arrive à utiliser la narration à la première personne vraiment au service de l'intrigue, mais vraiment parce que elle l'utilise de façon très ingénieuse, je trouve. C'est vraiment dur d'en parler sans spoiler, mais en fait, c'est le genre de roman qui peut pas exister sans la narration à la première personne. Et ce qu'elle dépend, en fait, c'est le concept du roman, c'est cette narration à la première personne. Parce qu'en fait, dans ce que le narrateur il va nous dévoiler, donc pareil, consciemment ou non, ou aussi ce qu'il va nous cacher, là on est narrateur non fiable, tu peux pas faire plus non fiable que le narrateur de ce roman. Parce qu'en fait, c'est un roman qui va avoir des retournements de situation, alors que c'est une narration à la première personne. Alors quand c'est une narration à la première personne, tu peux croire que tu vois venir les choses. Et pas du tout. On est pas du tout. Ouais. Et elle arrive à faire à redistribuer les cartes plusieurs fois. Il y a plusieurs retournements de situation. T'es waouh, tout reprend un autre sens, etc. Et à chaque fois, elle reste sa narration première personne et tu vois rien. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien vu. et je trouve que c'était très réussi parce qu'en fait, elle tord le concept de narration à la première personne. Elle arrive à jouer sur différents points de vue avec un même narrateur, ce qui est pas, a priori, pas trop possible. Normalement, par le concept de narration à la première personne, t'as un seul point de vue. Et là, non, elle arrive à réinventer ça et c'est bluffant. Moi, ça m'a bluffé et c'est le point fort du roman avec son univers qui est très marqué, son atmosphère qui est très particulière aussi. En fait, pour revenir par rapport à ce côté interpeller le lecteur ou quand le narrateur a conscience qu'on le lit, par exemple, un lecteur dans Jane Eyre, c'est vraiment ça, parce que dans la Cité diaphane, il y a une mise en abîme du concept d'archive, et il y a une mise en abîme même de l'objet livre lui-même. Okay. Et il y a un moment dans l'histoire, l'objet que tu tiens dans les mains s'incarne presque dans l'histoire que tu lis. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que je le lise. Je t'ai donné envie, là. J'ai bien fait de pas trop en dire, parce que... Voilà, c'est bon, je suis hypée. Donc voilà, franchement, j'étais en mode, ouais, il y a différents degrés dans la narration de première personne, et elle arrive vraiment à exploiter le concept de narration de première personne, et ça m'avait bluffé, franchement. Rien que pour le concept, tu peux le lire, je pense. Tu dois le lire. Je vais le lire. Et voilà, moi j'ai fait le tour de mes recommandations. Est-ce que tu en avais d'autres avant qu'on termine ou... Non, je pense qu'on en a déjà cité pas mal. Et puis plusieurs, je trouve que ça se complète bien, plusieurs narrateurs à première personne marquants pour différentes façons. Des raisons différentes, ouais. Eh ben écoute, on arrive à la conclusion du podcast, il faut bien, parce qu'on a bien parlé, là je vois, on est presque à 2 heures d'enregistrement, comme d'hab, hein. Je vois pas pourquoi je m'étonne. Hein. Ouais, à chaque fois, tu fais beaucoup parler. Après, les questions sont super intéressantes, donc ça fait qu'on s'épanche. Pour terminer, on va reparler un peu de toi. Est-ce que tu peux nous parler de tes actualités et de tes futurs projets ? Oui, très bien. Alors, actualité, j'ai du coup La Voix de la Vengeance qui est sortie récemment, donc embroché en audio sur Audible. Et du coup, futur projet, donc là, je termine une Dark Academia, donc où l'héroïne trouve un tarot maléfique et donc va s'en servir de plus en plus et ça va déraper. Donc voilà, et qui devrait normalement sortir donc aux éditions Plume Blanche donc l'année prochaine. Voilà, c'est mes actualités basiques. C'est déjà bien, ouais. Trop bien. Tu seras aux Imaginales ou pas ? Oui, je serai aux Imaginales. C'est pour ça que je me disais, est-ce que je le dis ou pas ? Mais moi, je serai aussi. Ah, trop bien. Bon, on se verra en vrai. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tes réseaux sur lesquels on peut te retrouver ? Et par exemple, si tu fais des salons, et les gens pourront peut-être te voir ou pourront te rencontrer ? Oui, alors donc je suis active sur Instagram et sur TikTok sous le pseudo donc Sacha et des mots
tout attaché, MOTS au pluriel. J'ai aussi donc sinon un site internet sachamourage.com et surtout une newsletter, donc on peut s'inscrire via mon site internet où je donne aussi mes actualités. Parfois j'envoie par exemple des nouvelles gratuites, des textes comme ça. Donc je serai aux Imaginales fin mai, le vendredi, samedi, dimanche. Et il y aura d'autres salons aussi en automne, mais je crois pas que j'ai encore le droit d'en parler. Et sinon, au moins, normalement, s'il y a les avant-premières de Plume Blanche à Mons fin novembre, donc avec la Dark Academia. J'ai trop hâte de la lire, du coup. J'osais pas demander si t'avais déjà trouvé un éditeur, mais je suis trop contente alors. Voilà, normalement, c'est au calendrier Plume Blanche l'année prochaine, sauf si peut-être je lui envoie, elle trouve ça nul, elle dit pardon, j'annule. Eh bien, merci beaucoup. Je mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai hâte d'être aux Imaginaires parce que j'y serai aussi le samedi. Du coup, le samedi, avec je crois que tu m'avais dit en fait Magic Mirror, le chat noir. Les éditions du chat noir. Ouais. En fait, c'est donc Sous un carré d'immortel sera en avant-première. Et alors malheureusement, vu que je suis prof, je peux pas y aller dès jeudi. Je pourrais arriver que le vendredi soir. Okay. Je serai donc le samedi sur le stand du chat noir et le dimanche matin, je suis à la cérémonie de clôture du PLIB. Puisque cool. le reflet brisé était sélectionné parmi les 5 finalistes dans la catégorie adulte. Du coup, tous les finalistes sont conviés parce que le PLIB c'est fini, c'était la dernière édition. Ouais. Et du coup, on fait un peu vraiment un truc d'adieu, quoi. Okay. Du coup, je serai là, pas sur un stand Magic Mirror, mais il y aura quand même, je serai là pour parler de mes romans chez Magic Mirror. D'accord. Voilà. Tu sais si le reflet brisé a gagné ou pas? Et on a eu les résultats en octobre. Maintenant, il n'a pas gagné. Mais j'étais déjà trop fière qu'il soit dans les finalistes. Ouais. Moi, j'en revenais pas. Enfin, pour moi, c'est déjà la victoire, tu vois, parce que on était face à il y avait David Brie, Oliver Einstein, des noms comme ça. C'est qui a gagné, du coup, en adulte? Alfie de Christopher Wicks. Okay. C'est Au Diable Vauvert, c'est de la SF. D'accord. Et non, mais j'étais contente d'y être avec Magic Mirror face à des noms et des éditeurs assez connus. Quand t'as une petite maison d'édition indépendante non diffusée, là tu ouais. On se bat quand même contre les plus gros. Donc voilà, vous pourrez nous retrouver aux Imaginales tout bientôt quand on sortira l'épisode, ça sera 10 jours après, donc voilà. C'est cool. Encore un grand merci Sacha pour ta participation. Non, mais merci à toi et merci à tout le monde. À tous nos auditeurs. Voilà. Allez, à plus tout le monde. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de nous quitter, comme promis, je vous fais un petit point info sur mon nouveau roman qui sort bientôt. Ça s'appelle Sous un carré d'immortel, c'est une novella, c'est du fantastique et ça sort aux éditions du Chat Noir le 30 mai prochain. J'ai déjà un peu évoqué ce projet dans quelques épisodes du podcast, et je pense que je ferai un épisode de présentation plus complet le jour de la sortie. Mais voici quelques mots-clés. Première Guerre mondiale, amour, deuil, langage des fleurs et romance elle-même. Alors, ça vous donne envie? Sous un carré d'immortel est déjà en précommande sur le site des éditions du Chat Noir. Qui dit précommande dit marque-page dédicacée par mes soins. Et en parlant de dédicaces, je serai aux Imaginales d'Épinal le week-end du 25 mai, sur le stand du Chat Noir pour vous présenter mon roman en avant-première. Vous retrouverez toutes les informations sur mon Instagram. Merci d'être resté jusque-là et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!